Bonjour à tous, dans cet épisode, je reçois Nicolas Fleury, pilote de VTT trial, entrepreneur, conférencier et créateur de contenu. Je bosse avec la marque Tulé. Tous les 2 ans, ils organisent un événement en Suède. Du coup, je leur dis un peu sur le ton de la vanne, je suis chaud de venir, mais je suis pas chaud du tout de prendre l'avion. Si vous voulez, je vais en vélo. Au début, ils m'ont dit, t'es con, vas-y, tu viens ou tu viens pas? J'ai dit, oui, je suis con, mais vas-y, je viens vraiment en vélo. J'ai l'impression d'être arrivé au stade où mon plus gros challenge, c'est d'arriver à écouter les petites voix dans ma tête qui me disent dans quelle direction j'ai profondément envie d'aller et qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire, parce que c'est là-dedans que je m'épanouirai le plus. Quel conseil tu donnerais à des jeunes qui te regardent et qui se disent « j'ai envie de faire comme lui » Se détacher du regard c'est le regard des autres, mais dans notre niche. Pour moi, ça a été super dur. Dans le bike ou dans le skate ou quoi, on parle du corps et du mainstream et compagnie. Et arriver à trouver ta place là-dedans, je trouve ça super dur. Il faut pas essayer d'être un Lemoine ou essayer d'être un Sam Pilgrim, tu vois. Il faut essayer d'être toi à 2000%. Si on extrapole, c'est le challenge de la vie, tu vois. C'est arriver à te connaître assez pour être juste toi et être heureux en étant toi. Je pense que c'est juste une forme de définition de la sagesse ultime. J'ai voulu entendre Nicolas pour qu'il me raconte comment il vit aujourd'hui du vélo et comment il s'organise pour en faire un business rentable. Dans cet épisode, vous allez entendre une masterclass sur comment vivre ses rêves et devenir un entrepreneur alors que rien ne nous y destine, ce qui était le cas de Nicolas. Et vous allez aussi entendre comment il a fait abstraction de la vie des autres lorsque, fraîchement diplômé d'une grande école d'ingénieur après 6 ans d'études, il a fait le choix de se diriger sur le vélo, malgré le scepticisme de son entourage. Dans cet épisode, vous allez donc découvrir comment Nicolas a fait de son rêve une réalité. Dans les précédents épisodes, je vous ai parlé de Shifter, le sponsor d'En Roue Libre, et donc j'ai voulu me rendre dans un vrai magasin avec des vraies personnes comme Mehdi pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il utilise Shifter tous les jours. Moi, c'est Mehdi, cofondateur du Ravito 18, magasin de vélo, atelier de réparation, lieu de rassemblement pour les passionnés du cycle. Shifter nous fait gagner du temps en équipe, autant sur la partie réparation que sur la partie vente, de la prise de rendez-vous jusqu'à la facturation. Également sur le réassort, on a des messages d'alerte lorsque notre stock est en dessous du seuil respectable, on va dire. Ça nous permet de faire des rentrées de stock et de faire des commandes assez automatisées. C'est un gain de temps énorme pour nous. On va pouvoir créer des devis, les envoyer directement via la plateforme et on va pouvoir faire le suivi de la clientèle autant sur la partie réparation que la partie vente. C'est un tout en un. On a tout à disposition avec un seul logiciel. Bon bah si comme Mehdi vous voulez optimiser la gestion de votre shop, rendez-vous sur app-shifter.com/enroue-libre avec le code enroue-libre30 et bénéficiez de 30% de remise sur votre abonnement. Et chaque mois, Shifter tirera au sort un magasin qui aura utilisé le code et lui offrira 1 an d'abonnement offert. Merci d'avoir regardé ça et retour à l'épisode. Bon Nico, la Suède à vélo, c'est une bonne ou une mauvaise destination pour une première expérience? Bonne destination, oui. Bonne idée, je suis pas sûr. Non, c'était douloureux, mais plein d'apprentissage. Très bonne destination pour le coup. Pour les gens qui aiment le plat. Moi, je savais pas si j'aimais le plat ou pas parce que j'avais jamais ni testé le plat ni le dénivelé. Donc, j'ai testé le plat et c'était cool. Mais ouais, sacré dossier, ouais. Qu'est-ce qui, rappelle-nous la genèse de ce truc-là. De ce truc. En gros, je bosse avec la marque Tulé que vous connaissez tous pour leur porte-vélo, leur barre de toit, leur tente de toit et leur bagagerie. Et je bosse avec eux depuis maintenant 3 ans, c'est un de mes sponsors. Ils m'invitent, tous les 2 ans, ils organisent un événement en Suède qui s'appelle le Thule Experience. C'est un espèce de giga défilé de mode, un peu à la Fashion Week, mais en mode suédois, très épuré, très propre, trop stylé, où ils invitent tous leurs athlètes, ambassadeurs, et c'est nous qui devons construire le show. En gros, c'est 1h30 de show devant 1000 journalistes venus du monde entier pour présenter les nouvelles gammes. Et donc Thule me convie là-bas. Je pense que quand je reçois l'invite, on est autour de fin septembre. Et puis moi, j'en ai un peu marre de me déplacer aux 4 coins de l'Europe ou du monde sans arrêt. Du coup, je leur dis un peu sur le ton de la vanne, je suis chaud de venir, mais je suis pas chaud du tout de prendre l'avion. Donc si vous voulez, je vais en vélo. Au début, ils m'ont dit t'es con, vas-y, tu viens ou tu viens pas? J'ai dit oui, je suis con, mais vas-y, je viens vraiment en vélo. Ils m'ont dit nous on est méga chaud, vas-y, on monte un projet
et roule quoi. Et donc on a appris ça. Leur validation au projet, c'était un peu avant le Rock d'Azur, donc début octobre. Et à partir de là, l'événement c'était au 15 novembre. Donc en gros, on avait 5 semaines pour tout régler, en sachant qu'on partait de zéro, enfin on partait de -1000 même, parce que j'avais jamais roulé sur autre chose que mes bikes à moi. J'avais rien, j'avais pas de cuissard, j'avais même jamais enfilé un cuissard, tu vois, j'avais pas de casque de route, j'avais pas de lunettes, j'avais pas de vélo déjà. Donc on est parti vraiment de zéro, et on avait cette espèce d'urgence on avait fixé une date de départ qui était au 28 octobre, un truc comme ça. Donc en gros, on disait aux marques et aux partenaires, ben on part dans 3 semaines, on a besoin de ça, 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 ça. C'est oui, c'est non. Tu peux nous dire non, il y a pas de souci, juste il nous faut une réponse ce soir parce qu'il faut que ça avance quoi. Et au final, on a réussi à réunir tout le matos et tout le financier dont on avait besoin pour partir. Et comme je voulais pas partir tout seul et faire des souvenirs avec des potes, j'ai amené 3 potes à moi, dont mon manager, un pote qui est cadreur, et mon alternant qui est aussi un pote avec qui je roule tous les jours. Et on est partis les 4 et c'était génial. Donc ça, c'est le on dont tu parles? Ouais. Ouais, parce Ouais. que tu dis on, alors Ah on oui, je dis un peu tout le temps Ouais. pardon, ouais, je suis un peu schizophrène, mais non, je dis je pense que parce que maintenant on est plusieurs à bosser sur tous les projets sur lesquels je bosse. J'aime pas trop faire des projets, enfin c'est pas que j'aime pas faire des projets solo, mais je trouve ça toujours plus cool d'embarquer les copains. Et donc finalement je suis très rarement seul, sauf quand je viens m'entraîner sous la pluie et me rouler par terre dans les rues de Paris, mais sinon ouais, je dis beaucoup on. Donc c'est mon manager Tom, qui est un de mes meilleurs potes, et nos potes qui font des images, que ce soit des cadreurs, des photographes, des artistes en tout genre. Ouais. On voit bien que Tom est ton meilleur pote. Ouais, je pense que c'est un des trucs qui fait qu'on aime bien aller au bureau le matin. Tu vois, quand tu rejoins un de tes meilleurs potes pour taffer toute la journée sur des projets qui, en plus de ça, te font kiffer. Ouais, y a pas trop de. Ouais. T'es pressé de te lever, quoi. Donc, quand tu t'es dit, j'imagine, petit coup de tête comme ça, vas-y, je vais y aller à vélo. Je me dis que tu ignorais probablement 95% de ce qui allait se passer. Ouais. Ça, c'est, on va dire, c'est la base. Comment tu t'es préparé à ça? Et est-ce qu'on peut vraiment se préparer à ça? En partant de là où je partais, je pense qu'on peut pas se préparer. Dans les timings aussi serrés, je pense qu'on peut pas se préparer, et que je l'ai accepté très rapidement. Et j'aime toujours beaucoup ce truc de débutant, en fait, ce syndrome un peu de cette sensation de débutant que bah du coup j'ai du mal à retrouver sur mon vélo parce que ça fait quand même quelques années que j'en fais. Mais ce syndrome de tu pars dans un truc, tu sais que t'as à peu près zéro skills, enfin t'as jamais trop fait. Par contre, tu sais que t'as appris énormément de choses via tes expériences passées, et que tu sauras sûrement transférer ces soft skills ou ces apprentissages dans cette expérience-là que tu t'apprêtes à vivre. Et ça, je trouve ça passionnant de voir à quel point tu es capable de t'adapter dans des temps plutôt courts, et de trouver les solutions pour aller au bout d'un objectif, quoi. Donc se préparer, très honnêtement, j'ai eu la chance Zwift a eu un peu pitié de moi, ils m'ont envoyé un home trainer. J'ai fait 3 fois 1 heure et quart de home trainer avant de partir. J'ai sué comme jamais j'ai sué, et je suis pas sûr que ça a été indispensable, mais en tout cas voilà, ça m'a permis de dire que je m'étais un peu entraîné. Au moins dans la tête. Ouais, au moins dans Ouais. la tête, je me suis dit bon bah ça va, tu vois. Je sais que j'ai pas un gros pépin à une cheville ou à un genou qui va m'empêcher de pédaler plusieurs heures. Mais entre pédaler 1 heure et quart et pédaler 6 ou 7 heures tous les jours pendant 10 jours, c'est pas vraiment le même effort, quoi. Ouais. Donc ne pas avoir peur de ne pas se préparer si on a, je pense, le comment dire, assez confiance en ce qu'on sait faire dans la vie de tous les jours pour se dire que ça va bien se passer, et qu'il y a pas de raison que ça dégénère. Mais ça aurait très bien pu moins bien se passer, tu vois? Avec du recul, et même quand je suis parti et que j'ai réalisé qu'on allait traverser 5 pays, qu'on allait faire beaucoup de bornes et qu'on était vraiment dans l'inconnu, il y a une petite partie de moi qui me disait: «Putain,
il y a quand même des chances pour que, genre, après-demain, au 2e jour ou au 3e jour, on se rend compte que j'ai un gros pépin physique et que ça marchera pas, quoi. Parce que, tu vois, si t'as un genou qui grince dès le début, ça peut vite dégénérer et finir avec une blessure un peu grave. Donc, donc il y avait quand même une petite partie de moi qui me disait méfiate. Et de cette méfiance, je me suis juste dit, je vais m'écouter à fond. Avoir mal, c'est normal, mais par contre, les signes vraiment pas cool, il faut les écouter et les soigner directement parce que ça peut vite dégénérer. Mmh. C'est un peu dans cette optique-là que je suis parti, tu vois. Tu faisais, quoi, 120, 140. 140 En par moyenne, jour? ça a fait 140, ouais. 140? Ouais. Le plus gros jour, j'ai fait 170 et le plus petit jour, j'ai dû faire 120, je crois. OK. Ouais, c'est quand même un petit peu plus que genre, mettre un pied devant l'autre chaque jour. Il y a quand même une petite notion de, ouais, tu te challenges un Ouais, peu quand ouais, même. physiquement, physiquement, en gros, les 4 premiers jours, j'étais un peu dans l'euphorie et je me sentais encore pas trop mal. J'ai eu des douleurs, genre douleurs au genou, dès les premiers jours parce que petit problème de réglage de sel, je pense. J'ai réadapté tout ça et au bout on le voit très bien dans le film, qui est sorti sur YouTube il y a quelques jours, au bout du 5e jour, je crois, donc on est à la moitié. J'avais jamais ressenti ça, mais juste ton corps ne répond plus à l'effort. Tu sais, tu demandes de pédaler, tu pédales, mais tu n'as plus aucune puissance. Genre, la moindre remontée, mais le petit faux plat montant, il pouvait m'arrêter, quoi. J'avais plus rien dans le sac. Et du coup, à partir de là, tu dois accepter que le toit un peu costaud qui s'est appuyé fort sur des pédales, il est plus là et que va falloir avancer doucement, mais sûrement, et longtemps surtout, parce qu'il y a encore quelques kilomètres à faire. Alors c'est marrant parce qu'effectivement, on voit, tu découvres voilà, la longue distance, Ouais, heu complètement. et encore, avec, tout le respect pour ce que tu fais, tu ne fais que Mais grave, c'est rien. 150, Ouais, ouais. 170. Mmh. On a déjà échangé avec enfin moi c'est pareil, hein, tu vois? Je suis un peu schizo, mais avec, des Steven Le Yarrick, ce soir j'enregistre avec, Axel Carion, qui pareil, fait des trucs, Les ultra-distances, ouais. monumentaux et tout ça et qui eux, voilà, t'expliquent qu'à un moment et d'ailleurs comme tu l'expliques très bien, à un moment c'est le mental qui prend le dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, le pas le slogan mais, le mantra de Steven Le Yarrick, c'est «Start with legs et finish with mental», Ouais, tu vois? sans blague. Et c'est assez, Mmh. assez intéressant, quoi. Ouais, ouais. C'est quoi je sais pas, heu, galère ou des trucs que tu as vécu qui t'ont le plus marqué pendant ce trip? Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand même la douleur, la gestion de la douleur. Parce que c'était un vrai truc, tu vois? J'ai l'habitude d'avoir mal sur 1 heure ou sur 2 heures en me mettant, vraiment, chiffon à la muscu ou sur le vélo. Mais la douleur aussi longue et le fait d'avoir mal, parce que les premiers jours, ça se passe bien, mais le fait d'enchaîner les jours un peu durs, en fait, à la fin, t'as mal dès la première seconde de selle, quoi. Et ce truc de monter sur le vélo en te disant: «Il me reste 7 heures et j'ai déjà mal», genre il va falloir, qu'on trouve des stratagèmes, mentaux pour que ça se passe bien parce que sinon tu mets le clignot à droite et tu termines, tu vois? Donc ce truc de douleur, c'était méga intéressant, j'ai trouvé. Ça peut paraître un peu maso de dire ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant de ressentir vraiment, l'intégralité de ton corps, dans ces moments-là. D'avoir des gros moments d'euphorie tout en étant, dans une espèce de ouais, de douleur intense, des gros moments, ouais, je sais pas, de connexion, avec ton corps, avec ce qui t'entoure et la minute d'après, tu peux être au fond du seau, enfin c'est vraiment assez unique. J'avais jamais trop connu ce genre de feeling et en plus de ça, j'étais tout seul. Enfin, j'étais avec les gars le soir et le matin, mais en gros entre 8h30 et 16h, j'étais tout seul. Je touchais presque pas à mon téléphone parce que je avais pas trop envie et c'est aussi pour ça que j'y allais, tu vois? Pour, couper de ce quotidien, parisien, très musclé et où je dois bouger à droite à gauche sans arrêt, avec beaucoup de monde autour de moi.
Là, ce truc un peu introspectif de, bah, ok, j'ai 7 heures à passer tout seul, j'ai pas de musique, j'ai rien, juste les paysages autour de moi, je croise un écureuil de temps en temps et je dois me satisfaire de ça. Et en plus de ça, j'ai très mal, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Mmh. Et du coup, tu te poses plein de questions et je pense que dans ces moments de douleur, intense, c'est aussi là que, tu te reconnectes un peu avec, qui tu tout au fond, ce que tu as vraiment envie de faire, ce que tu auras vraiment pas envie de faire et c'est trop intéressant. Qu'est-ce que tu as appris, sans spoiler, Sans spoiler trop le sans docu. spoiler le docu, mais là, à froid, qu'est-ce que tu peux nous partager? Bah, déjà à première vue, j'ai appris déjà que c'était possible, chose on n'était pas sûr, de ça avant le départ. J'ai appris, que, et on en a beaucoup parlé avec Tom, du coup mon manager, pendant le trip, que ça va peut-être paraître prétentieux de dire ça, je sais pas, mais peu importe l'objectif que j'ai ou l'idée que j'ai, heu, que je suis capable de mettre, tout ce qu'il faut, enfin, que je suis capable de mettre en place tout ce qu'il faut pour, y arriver à peu près à coup sûr sans flancher et que mentalement, le vélo et tous les échecs qu'on a pu, essuyer avant me permettent, je pense aujourd'hui de, bah, de pas lâcher grand chose, quoi. Tu vois? Quand j'ai une idée en tête ou un projet ou ou que ça me tient à cœur, ouais, l'abandon fait pas trop partie du jeu. Je le savais un petit peu avant, mais là, ce truc-là, ça me l'a vraiment, prouvé, donc c'est rassurant. Je pense que j'ai gagné un peu confiance en moi, là-dessus. J'ai appris aussi à voir le temps de manière un peu différente, tu vois? Avant, j'étais beaucoup plus pressé ce que je ne suis maintenant. Ça m'a appris à arrêter de courir après toujours plus sans arrêt, à me focaliser sur, les choses que j'aime et quasiment que les choses que j'aime, dans le sens où maintenant, dans mon taf, j'ai l'impression d'être, arrivé au stade où mon plus gros challenge, c'est d'arriver à écouter les petites voix dans ma tête qui me disent dans quelle direction j'ai profondément envie d'aller et qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire, parce que c'est là-dedans que je m'épanouirai le plus. Et c'est aussi là-dedans que, comme je m'épanouirai le plus, on arrivera à créer enfin, on parle pas que de business, on créera des opportunités, on va faire les choses pour que ça fonctionne sur tous les aspects. Faire des souvenirs, gagner de l'argent parce que c'est un peu, c'est une des finalités et kiffer. Et arriver à écouter ce truc-là, heu, quand on a, des réseaux sociaux qui nous poussent à nous comparer sans arrêt, quand on a, bah, des gens autour aussi qui peuvent nous pousser dans des directions ou dans des autres, écouter cette petite voix, je trouve que c'est super important pour tracer ta propre route, tu vois? Et être en accord avec 100 de ce que tu fais. Là, tu nous parles d'une force de caractère, force mentale. D'où ça vient cette force? Je pense que le trial, c'est une bonne école pour ça. Parce que tu passes 98 de tes entraînements à te foirer, à essayer de grimper sur un caillou sans y arriver. Là où, si on veut parler vélo, un mec qui fait de la DH, OK, il va pas descendre aussi vite que Loïc ou que Amaury ou Cloris, mais il va descendre finalement à peu près la même piste. Heu, Nous, quand tu commences le trial, tu vois des mecs, s'envoler d'un caillou à l'autre ou d'un toit à l'autre et toi, on te demande de tourner autour de Racine, tu vois? T'as pas l'impression de faire le même sport au début et tu fais face à que des échecs. Et je pense que ce truc de normaliser un peu l'échec en mode, en fait, dans le process, c'est vraiment, ouais, bah, ça fait 50 fois que tu butes contre ce caillou, bah, peut-être qu'il faudra, 82 fois pour celui-là et pour le caillou d'après, il faudra peut-être 153 fois, tu vois? Et en fait, c'est OK. Et je pense que ce truc de on apprend à échouer, mais pas, on n'a pas ce truc d'échec, qui te met à terre. C'est juste, en fait, ça fait partie de la progression, quoi. C'est OK. Ça te permet de dédramatiser pas mal de trucs, tu vois? Et on n'a pas peur de se foirer. Et quand t'as plus peur du tout de te foirer, bah, la porte, elle est grande ouverte à tout, en fait, tu vois?
Parce que finalement, la peur de se foirer, c'est ce qui arrête 98% des gens, je pense. La peur de se foirer auprès de nos proches, assumer un peu le regard des autres quand tu te loupes et compagnie, ou juste le regard que t'as sur toi-même. Quand t'arrives à passer au travers de tout ça, bon, t'as une idée de merde, tu dis vas-y, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, let's go, quoi. Et la Suède, c'est typiquement ça, c'est, putain, j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie d'être tout seul. Les pays scandinaves, ça me fait un peu kiffer. Bah, vas-y, on y va. Puis si on se foire, bah, et alors? On se foire, ok. C'est pas grave, tu vois. On s'en fout. Je pense que le trial, c'est quand même une très bonne école pour apprendre ça. Parle-nous un peu d'ailleurs de ta carrière trial. La carrière la plus courte du monde. Non, mais carrière quand même. Ouais, non, grave. Je commence le trial à 8 ans. Je découvre ça sur un show, sur un petit événement. Moi, je viens de Besançon, dans l'est de la France. Je vois un show sur un événement. Je kiffe de ouf. Je trouve ça sensationnel, tu vois. Enfin, comme n'importe qui, je pense, qui voit ce sport, trouve ça assez impressionnant à première vue. Et on a de la chance. On a un club qui est quand même à 45 minutes de chez mes parents. Donc, pas à côté, mais pas trop loin non plus. Et mon père se chauffe, il m'amène, genre le show qu'on avait vu, c'était au mois de mai, il m'amène en septembre, un peu à la rentrée, voir ce fameux club de la Tour de C, un petit patelin perdu vraiment au fin fond de la Franche-Comté. Et je kiffe pas trop mal, donc je m'y mets gentiment, le club me prête un vélo, ça se passe pas trop mal au début. Et puis je progresse gentiment, mais rien de ouf, tu vois. Je fais ma première compète, je finis avant-dernier. Je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je me trouve nul. Je pense que je suis un petit peu piqué dans mon ego à ce moment-là. Et je commence à m'entraîner un peu plus fort, à prendre goût vraiment à ce truc de progression, tu vois. Et j'abandonne les autres sports que je fais un peu en parallèle. Je faisais du judo, du canoë-kayak, des trucs comme ça. Et les compètes s'enchaînent. Et je suis nul pendant un moment. Et puis, au bout de 2-3 ans, je suis de moins en moins mauvais. J'ai mon propre vélo. Parce que bah, tous les gens qui font du vélo le savent. Au début, ton premier bike, c'est un peu un investissement pour tes parents. Tu vois, ça valait quand même presque 1 000 euros. C'est c'est ouf de se dire que des parents ils ont cédé à ce truc-là, et je les en remercie beaucoup. Mais donc j'ai mon premier bike, et là ça commence à mieux marcher au niveau régional. Je commence à gagner 2-3 courses et tout, ça se passe bien. Et on a un circuit très dense dans l'est de la France, donc c'est assez chouette. Ensuite, je rentre au niveau national. Ça se passe pas trop mal. Et autour de mes 15-16 ans, je suis repéré par le sélectionneur de l'équipe de France. Je fais mes premiers championnats du monde jeunes, qui se passent bien aussi. Ensuite, j'entre en junior. Et là, je m'entraîne. Là, je passe un peu un cap, dans le sens où c'est la période où je commence la prépa physique. Enfin, je prends le truc vraiment au sérieux, parce que j'ai gagné un petit championnat de France chez les jeunes, qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, comme quoi je pouvais peut-être faire des choses. Donc, championnat du monde junior, je fais 3e en individuel, et je gagne le titre par équipe. Donc trop cool, tu vois, j'ai 18 ans. Sauf que en trial, moi depuis tout petit, on me répète que c'est impossible de vivre de ce sport, et que va falloir être bon à l'école, et que ça restera un hobby. Chose avec laquelle je suis méga ok, tu vois. Donc j'ai un peu de facilité à l'école. Après le titre, vraiment le lendemain du titre, en plus le titre c'était en Andorre en septembre, et vraiment le lendemain je rentre en maths sup maths spé. Donc rien à voir avec le vélo pour le coup. Là c'est je sais pas combien, 40 heures de cours et 30 heures de devoirs toutes les semaines. Donc le vélo il est pas bâché, mais ça reste l'exutoire où je prends une après-midi ou 2 par semaine pour aller rouler. Je me construis une salle de muscu dans mon salon, là où j'ai un petit appart à Besançon, pour continuer à m'entraîner un peu. Et puis la prépa se passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Je continue le vélo. Bah du coup j'ai pas de résultats, tu vois, ni nationaux, non, ni internationaux. J'arrive quand même en Coupe du Monde à me classer pas trop mal, tu vois, donc ça reste cool. Et puis j'intègre une école d'ingé, et là j'ai un peu plus de temps, donc je m'y remets un peu fort. Pas de bol,
le Covid arrive et juste avant ça, je fais quand même mes derniers championnats du monde en élite où je finis 13e, donc c'est pas trop dégueu, tu vois, pour un mec qui fait ça un peu en dilettante. J'arrive à garder une routine d'entraînement plutôt cool et je prends surtout beaucoup de plaisir à rouler parce que là où mes concurrents, bah eux ils font plus ou moins que ça et c'est un peu c'est pas la tannée d'aller à l'entraînement, mais voilà. Moi, je suis trop content de monter sur le vélo quand j'y vais parce que ça me permet de sortir des bouquins et donc je m'exprime vraiment, je pense à mon plein potentiel à ce moment-là parce que c'est un exutoire de ouf. Et donc voilà, 13e sur ce dernier championnat du monde en Chine. Et puis ensuite, le Covid arrive. On nous annonce que ça peut durer 1 an ou 2. Donc moi, je faisais vraiment du vélo pour les compètes. C'est vraiment ça qui me faisait kiffer. Là, on me dit 2 ans sans compète. Bon, ça va être un peu longuet. Je sais pas pourquoi je vais aller à la muscu tous les jours pour ça. Et je commence à faire des images à ce moment-là parce que j'ai toujours aimé. Déjà, j'ai toujours beaucoup aimé consommer des images. Tu vois, depuis tout petit, j'ai des Danny McCaskill sur l'écran du boulot de mon père qui tourne avant que je me couche et tout. Donc j'ai toujours beaucoup aimé consommer et faire un petit peu, tu vois, j'ai toujours bien aimé faire des photos et tout. Et donc je m'y mets un peu plus sérieusement, ça plaît bien aux marques et en parallèle de ça, ces images me permettent de montrer que je sais pas, que je fais autre chose que de la compète, que j'ai un petit œil peut-être artistique et je suis contacté à ce moment-là pour faire des démonstrations, donc des shows. Je fais des premiers shows avec un petit crew et puis de fil en aiguille ça part un peu en cacahuète et aujourd'hui ben voilà, je crois qu'on a arrêté la compète du coup à ce moment-là puisque trop de sollicitations à droite à gauche, à la fois pour des événements, à la fois pour des tournages et des shootings pour les marques. Et puis je crois que j'avais un peu fait le tour aussi, tu vois. J'avais voyagé beaucoup, rencontré plein de gens. Le trial, c'est quand même un microcosme ultra fermé. Et quand j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire sur un vélo, autre que juste monter sur des cailloux, j'ai trouvé ça fascinant, tu vois. J'ai pu tester le VTT, j'ai pu rouler avec des mecs beaucoup trop talentueux dans plein de disciplines différentes. Et je me suis dit, en fait, j'ai plus trop envie de revenir dans cette toute petite niche. Maintenant, j'ai envie d'utiliser ce que j'ai appris dans cette niche pour me faire plaisir sur un vélo et en me faisant plaisir sans, enfin, je veux pas dire sans le vouloir parce que je l'ai voulu au final, mais ça a fini par devenir mon job à plein temps, quoi. Je sors d'école d'ingé, soit je vais bosser à la défense avec mes potes chez Rolex ou je sais pas quelle autre grosse boîte, soit j'ai 2-3 opportunités dans le vélo qui me permettent de vivoter. Je me dis bah pas question de vivoter parce que j'ai un diplôme de fou furieux en poche. J'ai réussi à faire une grosse école d'ingé et tout, C'est quoi l'école? les arts et métiers. Ouais. Et donc je me fixe l'objectif de OK, je me lance dans le vélo, par contre je veux pas vivre moins bien que mes potes qui ont fait un G. Donc je me donne à fond et puis je pense que le mix de ce que je savais faire sur le vélo et un peu la manière dont on t'apprend à réfléchir en école fait que on trouve vite des projets, on construit vite des choses et puis voilà, de fil en aiguille ça devient de plus en plus cool. Alors, objectif atteint ou pas? Bon bah franchement, c'était pas vraiment un objectif dans le sens où si quand j'étais en prépa ou en école d'ingé, tu m'avais demandé qu'est-ce que tu veux faire, je t'aurais pas dit. C'était tellement pas possible pour moi dans ma tête Dans quel de sens? vivre du vélo Ouais. que je pense que j'aurais même pas osé te dire j'aimerais bien vivre du vélo parce que une fois de plus dans le trial, t'as pas de club qui te paye, t'as pas de team qui te paye, t'as pas de marque qui te paye. T'as rien, t'as pas d'équipe de France non plus très structurée qui peut te dégager du financier. Il y a vraiment peanuts. Donc c'est soit t'as des idées et un peu de jugeote et encore que même ça c'était pas une option dans le sens où il y avait pas vraiment de modèle devant, tu vois. Il y avait des Kenny Bellet, un Belge qui est chez Red Mmh. Bull et qui faisait à la fois de la compète, à la fois des shows. Mais pour moi, c'était à des années-lumière de ce que moi j'étais capable de faire, tu vois. Je m'imaginais pas du tout réussir à faire des trucs comme ces gars-là. Pour moi, c'était beaucoup trop waouh. Ou des Danny McCaskill qui pour le coup, ou des Fabio qui pour le coup gagnaient déjà très bien leur vie. Mais pareil, pour moi, c'était inatteignable, tu vois. C'était des mecs beaucoup trop forts. Enfin, forts pas dans le sens
que fort sur le vélo, mais fort dans tout l'écosystème qu'ils ont su créer autour d'eux, tu vois. Et donc c'était même pas un objectif en fait, Parce que c'était trop loin. parce que c'était beaucoup trop Mmh. loin. Ouais, Mmh. j'aurais jamais osé te dire dans un petit coin de ma tête, je rêve de vivre du bike, vraiment pas. Et en fait, ça s'est fait petit à petit, tu vois, je pense. Juste là, et encore maintenant, il y a des fois où j'arrive pas à réaliser, alors que maintenant ça fait 6 ans peut-être. Ouais, depuis que je suis sorti d'école d'ingé, donc ça fait 6 ans que je vis du vélo, tu vois. Et ouais, il y a des jours où je réalise encore pas trop le truc, tu vois. Je me dis putain, c'est fou. Et alors, donc aujourd'hui, est-ce que tu vis du vélo comme, tu aurais pu vivre du métier d'ingé? Ah bah, je vis bien mieux que mes copains d'ingé. En termes de financier, tu veux dire? Ouais, ouais. Non, je gagne mieux ma vie maintenant que ce que j'aurais pu gagner en tant qu'ingé. Même en allant bosser en Suisse. Ouais, peut-être en bossant en Suisse. J'ai des potes qui bossent en Suisse, peut-être que. Mais non, je gagne bien mieux ma vie maintenant. Donc c'est chouette. Et en plus de ça, il y a genre si je enfin je dis ça, mais en pratique je le fais jamais, mais si je veux pas me lever le matin, je peux ne pas me lever le matin, tu vois? Donc ça m'apporte non, financièrement, il y a plus de sujet, et ça c'est quand même un gros poids en moins, je trouve. Et surtout au-delà de ce que ça m'a appris, j'ai au travers de cette aventure du bike, j'ai appris que en fait j'étais un peu entrepreneur. Chose que à l'école on t'apprend pas forcément, tu vois. Enfin, c'est pas non plus trop une option, tu vois. On ne parle pas qu'il y a des gens qui sont faits pour des formats plus salariat, et d'autres qui sont faits plus pour entreprendre des choses et faire des choses par eux-mêmes. Et je me suis rendu compte que en fait, bah, je pourrais jamais rentrer dans l'autre moule, quoi. Maintenant que j'ai fait ce truc-là. Et c'est quand même c'est chouette d'apprendre ça sur toi par toi-même, quoi, par la force des choses. Je trouve ça magnifique. Donc non, il y a plus trop de sujets au niveau financier, c'est cool. Ce qui est marrant, c'est que, parfois on se dit, tu vois, quand tu croises tes potes, d'école d'ingé et hem et je pense que parfois il y a tu sais, des espèces de petits comparaisons. Ouais, bah, Voilà, bien sûr, bien des sûr. comparaisons genre, Ouais, bien sûr. ouais, Un tel boss lui un tel bosse chez chez Airbus, machin, chez Altran ou ouais, chez tu ouais, vois, ouais, ce genre de truc et puis, ouais, «Ah mais toi tu fais quoi? Ah tu fais du vélo?» ouais. Ouais, bah, grave, mais c'est trop drôle parce que, bah, en plus du coup, tous mes potes, ils savent que ça marche bien, qu'on se développe, et c'est cool. Et c'est vrai que ce truc de comparaison, bah, enfin moi je m'en fous, tu vois. Et si on me pose des questions, je suis assez ouvert sur le sujet. J'ai pas de tabou à parler d'argent ou quoi. Mais c'est vrai que c'est rigolo de se dire que c'est autre. Puis en plus de ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui y croyaient pas forcément au début, tu vois. Ils Mmh. disent bah en fait c'est pas un métier. Bah oui, OK, c'est peut-être pas un métier, mais je compte faire que ça de ma vie quand même, donc tu ça comme tu veux, mais moi, maintenant, c'est ma vie de tous les jours. Donc et c'est valable pour les potes d'école, mais c'est aussi valable pour la famille, tu Bien vois? sûr. Mmh. Heu, bon, ça y est, maintenant, même mes grands-parents comprennent que c'est mon job, tu vois? Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps à leur montrer que, ben, en fait, ouais, c'est plus juste, le petit Nico qui faisait du vélo dans la cour, genre c'est plus juste le passe-temps maintenant, je me lève le matin pour faire ça, quoi. Et c'est OK. Et je trouve ça tellement cool. Enfin, non, mais c'est tellement cool parce que on en a également parlé avec Alex Rudeau, Mmh. qui disait: «Bah, voilà, ma mère infirmière, Ouais, tu vois, ouais, elle bah, bosse dans un bloc, tu dis: "Bah, ouais, je veux faire du vélo en pro", mmh. non, mais t'es En fait, gentil, mais ça n'existe pas dans c'est nos pas un mondes. métier», Ouais, tu vois? tu vois, on vient pas de famille de et Alex, c'est pareil, tu vois, on vient pas de famille d'entrepreneurs non plus, tu vois? Nos parents respectifs sont salariés, et à aucun moment, bon, maintenant pareil pour Alex, je pense que c'est quand même bien ancré dans la tête des familles, mais à aucun moment ça fait partie d'une possibilité. C'est donc il y a une espèce d'éducation à faire, et y croire quand t'es plus jeune, alors que ça c'est même pas une possibilité dans l'environnement dans lequel tu grandis, c'est assez ouf avec du recul, tu vois?
te dire qu'on l'a fait sans avoir... T'as même pas une lumière au bout du tunnel parce que tu sais pas que ça existe, quoi. Mmh. Tu penses que c'est pour les autres. Mais c'est pour ça que, moi j'adore, avoir ces échanges-là. C'est parce que justement, donner la parole à des gens qui ont des parcours qu'on imaginait, impossibles, alors que c'est possible. Mmh. Enfin, tu vois? Mais Alex, c'est encore... Enfin, je sais pas si c'est encore plus ouf, mais tu dis que le mec, il a performé à méga haut niveau dans une discipline et que des années après, il est champion du monde, mais dans une autre discipline. Mmh. C'est Ouais. ça existe pas normalement, tu vois? Ouais. Et Bah, en fait... c'est, enfin, tu vois, pour reprendre un exemple que certains vont connaître, mais, tu vois, un Shaun Palmer, par Mmh. exemple, que tu je sais pas si tu as connu, Ouais, Shaun j'ai Palmer, un son mais tu avant, vois, mais ouais. c'est c'est un, Américain, qui pouvait être aussi bon en, VTT. Il a Ouais, été vice-champion du tout ce monde, qui touche, ouais. en skate, en snowboard, en Mmh. ski cross, en motoneige, en motocross et j'en passe, tu vois? Et en fait, je pense que quand tu as développé une capacité à apprendre Mmh. tu vois, à te renouveler et voilà, à Ouais, bah, acquérir des nouvelles compétences, tu c'est peux les appliquer à c'est n'importe un quoi. peu ce dont on parlait au début sur ce projet Suède. C'est vraiment quand tu as confiance en ce background que tu as acquis en faisant peu importe quoi finalement, en faisant du skate ou en faisant du vélo ou en faisant peu importe quoi, et que tu as confiance en cette capacité à savoir adapter ces skills-là dans un autre domaine, bah feu quoi, vas-y, Mmh. lance-toi, t'as déjà appris à apprendre, donc là tu vas savoir apprendre vite et transvaser ses capacités d'un domaine à l'autre, tu vois. Quel conseil tu donnerais à des tu vois, peut-être des jeunes, qui nous écoutent et qui se disent: «Ah ouais, non mais j'aimerais trop». Et il y en a beaucoup qui en rêvent et d'ailleurs, toi et moi, on est là autour de cette table, et on a été des gamins et aujourd'hui on vit un petit peu une sorte de rêve de vivre de notre passion. Mmh. Quel conseil tu donnerais à donc des jeunes qui, te regardent et qui se disent: «Ah mais j'ai envie de faire comme lui». Peut-être quelles erreurs tu as faites et qu'il faudrait pas reproduire ou Qu'est-ce que j'ai appris ces derniers temps là, même de manière assez récente? J'ai eu du mal à me dans le monde du vélo, on est assez dur là-dessus, mais j'ai pour côtoyer maintenant des athlètes en judo, en natation et compagnie, je pense que c'est pareil dans les autres sports, mais se détacher du regard c'est même pas le regard des autres, c'est le regard des autres, mais dans notre niche. Pour moi, ça a été super dur. Tu vois, en plus de ça, tu vois, dans le bike ou dans le skate ou quoi, on parle du corps et du mainstream et compagnie. Et, et arriver à trouver ta place là-dedans, je trouve ça super dur. Et même encore maintenant, ça me taraude un peu l'esprit, hein, parce que t'as pas envie de... Enfin, c'est pas que t'as pas envie d'être trop d'un côté ou de l'autre. En gros, pour faire, pour schématiser, pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins ça, mais ben, tu sauras mieux en parler que moi, je pense, mais le corps est mainstream? ouais, Bah, tiens, toi, tu dois avoir des définitions. non, mais c'est intéressant qu'on en parle parce on en a parlé avec Thomas Lemoine Ouais, bien sûr. et d'ailleurs, certains d'entre vous posent la question de temps en temps, Mhm. c'est quoi corps, Ouais. machin. Mais t'as donné la notion de mainstream qui m'a on peut essayer d'expliquer ça. Tu veux on essaye, Ouais, ouais, bah, je pense que t'es plus à même d'en parler que Ouais, moi, ouais. mais pour simplifier, j'essaie de trouver des exemples dans d'autres industries, tu vois. Bah, ce que je te propose, c'est pour définir corps, je pense qu'on va partir du mainstream. Ouais. OK? Donc mainstream, c'est tout ce qui est, très général, très grand public, Mm. très accessible, très ce que tout le monde peut comprendre facilement. Oui. On va prendre, par exemple, j'en sais rien, la musique classique. Musique classique mainstream, on va dire, heu, du piano que tout le monde peut apprécier. Mm. Voilà. Musique classique core, c'est, des symphonies extrêmement, techniques, léchées, Puriste, puristes, voilà. très artistique Donc en et des fait partis pris artistiques très forts. voilà, exactement. Donc, allez, on va dire le chocolat. Le chocolat mainstream, c'est le Milka au Chocolat au lait, lait, chocolat au lait bourré de sucre. hyper bourré de sucre, Mm. machin. Chocolat corps,
Chocolat C'est Accor, c'est, il a pas de marque à déjà. à partir où c'est du bio, Ouais. c'est du à partir de Éthique. 75 de Si cacao, ce n'est 80. si ce n'est 80. Enfin bon, voilà. Qui se mange par petits carrés. Petits carrés, de petits producteurs du Ouais, Pérou, machin. exactement. Ça va, hein? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est cool. Et du coup, trouver quel chocolat tu es, Voilà. c'est assez difficile, je trouve. Et en fait, il y a pas de bonne réponse. Il faut pas essayer d'être un Lemoine ou essayer d'être un Sam Pilgrim, tu vois. Il faut essayer d'être toi à 2000%. Et ça, je trouve que c'est tout le challenge mais si on extrapole, c'est le challenge de la vie, tu vois. C'est arriver à te connaître assez pour être juste toi et être heureux en étant toi. Je pense que c'est juste une forme de définition de la sagesse ultime. Et ça a été difficile pour moi parce que on a plein d'inspirations, parce que à l'ère des réseaux, on est tout le temps en train de se comparer à un tel qui a fait tel truc trop stylé, à un tel qui a fait telle bouse, mais c'est une bouse qui a fonctionné avec des chiffres de ouf. Enfin, trouver sa patte. Et pour ça, il y a rien de tel que juste faire les choses, tester des trucs, faire des choses dont on est fier, qui nous font kiffer avec les gens qu'on aime si possible. Ça, c'est un peu mon mantra à moi. Donc ça peut être un conseil que je donnerais au moi d'il y a 5 ans. C'est vraiment ne te demande pas est-ce que ça va plaire à un tel ou un tel dans le monde du vélo. Demande-toi simplement si ça te plaît à toi. Et si ça te plaît, feu. Si ça te plaît pas, fais-le pas. J'ajouterais, ma mini expérience, c'est essaye pas d'être quelqu'un que t'es pas, ce qui rejoint un petit peu ce que tu dis, mais en fait, 100%. c'est, quand je dis ça, c'est, souvent les gens qui vont recevoir des attaques ou du jugement vont être des gens qui vont, essayer d'apparaître Ouais, comme étant une personne qu'ils sont pas. de mettre un masque. Et genre, par exemple, imaginons moi, si j'essayais de donner des leçons de pilotage à, Loïc Bruni. pas un Loïc Bruni, mais Ouais, bien sûr. bon, moi je suis pas le meilleur pilote du monde, je me défends, ça va, je suis content, voilà. Mais, si j'essaye de faire des trucs qui sont un petit peu en dehors de mes compétences, je vais risquer effectivement qu'on me dise: «Écoute Antoine, reste là où tu es, Ouais. fais des podcasts et c'est cool». Ouais. Donc, et finalement le podcast, voilà, est mon petit sweet spot, dans lequel je suis content et je fais des trucs. Donc, voilà, mon petit conseil, ce serait de dire: «Faites ce que vous voulez, soyez vous-même et essayez pas d'apparaître comme, quelqu'un d'autre». Ouais, et aussi ne pas oublier que derrière tous les mecs qui «marchent» entre guillemets, je sais pas, je me mets pas forcément dedans ou pas, hein, mais il y a un peu de charbon quand même derrière, quoi. Que ce qu'on voit, c'est les 2% de brillants, mais que les 98% du dessous, c'est quand même un peu de taf. Et même si c'est de la passion, faut pas oublier que c'est des heures passées à gamberger à quelle direction tu veux prendre, à quel projet monter, comment le monter, avec qui, comment financer, enfin, c'est quand même c'est quand même prenant. Genre, c'est pas que facile. Et je pense que la génération d'en dessous cherche un peu une sorte de facilité ou de réponse absolue à beaucoup de choses. Je pense qu'il y en a pas et il faut se lever et faire les choses, tu vois. Orelsan, il dit je travaille tout le temps, mais je suis en vacances dans ma tête. Moi, c'est un peu mon, mon- ma manière de voir les choses. Je travaille vraiment sans arrêt, mais pour autant, comme j'aime tout ce que je fais, ben je suis en vacances toute l'année. Mais les gens pensent que je suis que en vacances toute l'année. Et enfin les gens, non, parce que les gens Ouais. qui bossent et les gens de l'industrie se doutent que ça vient pas en claquant des doigts, mais voilà, ne pas oublier qu'il y a un peu de charbon et qu'il faut pas hésiter à rentrer dedans, quoi. Et pour abonder là-dessus, je dirais
Je citerai une citation de je ne sais plus qui, mais il m'en voudra pas. Ne compare pas la vitrine des autres à ton arrière-boutique. De ouf, de ouf. Non, c'est si vrai. Moi, mon arrière-boutique, c'est foireux. Hein. Non, mais enfin la mienne aussi, hein. Ouais. Enfin, je dis pas que c'est foireux, mais c'est qu'effectivement, aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup d'images qui circulent, l'image qui circule est l'image qu'on a envie de partager. Ouais, bien sûr. Toi, tu partages beaucoup de backstage, tu partages beaucoup de behind the scene, tu es très, enfin, pardon, pour les anglicismes, mais tu partages beaucoup de moments de vie en dehors Ouais, des très contenus que tu authentique, quoi. produis. On essaye de montrer tout, Voilà. quoi. Mais effectivement, il faut être, conscient du travail qu'il y a derrière. Ouais. Et j'aimerais comprendre un peu justement le business model d'un Nicolas Fleury, qui aujourd'hui vit du vélo, puisqu'on dit, Ouais. voilà, tu vis du vélo, tu en vis bien. C'est quoi qu'est-ce qui t'amène enfin, qui est-ce qui te paye? Qu'est-ce qui te paye aujourd'hui? Comment comment tu construis ton business? Comment on construit le business? Peut-être, on peut prendre le truc un peu chronologiquement. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. On sort du Covid. Moi, j'ai fait quelques images sur les réseaux. Ça plaît plutôt bien et j'ai la chance d'avoir, plus d'idées que ce que je suis capable de réaliser en termes d'images. Donc on en fait pas mal. Les marques commencent à s'intéresser à ce que je fais et j'ai assez vite, je pense, eu ce truc mais je pense que c'était un peu, concours d'ego vis-à-vis du parcours d'ingé, mais en fait, si vous voulez qu'on bosse ensemble, moi, je suis payant. Mmh. Si je bosse dans le vélo, c'est OK parce que j'adore ça, mais si c'est pour vivre sous un pont, en fait, je vais bosser à la Défense, tu vois? J'ai pas envie de sacrifier mon ma condition de vie et mon bien-être sous prétexte que je fais un métier, passion. Donc assez vite, on a des demandes, entrantes, notamment sur le volet événementiel et assez vite, on gagne, de l'argent, grâce à ça. Parce que, aussi, je me rends compte que j'ai un truc qui est peut-être un peu différent des autres et ça peut être un conseil, qu'on donne, aux jeunes, c'est quelles sont vos caractéristiques, forts et comment vous pouvez en faire un truc, de cool? Exemple, moi, je suis une pipelette de ouf et j'aime bien parler en public. Enfin, j'ai toujours été le mec que t'envoies au tableau, je préparais jamais les présentations. Par contre, une fois que la presse était faite, on m'envoyait au tableau pour défendre le beefsteak du groupe, tu vois? Et arrivé en show, et ben, au début, on m'apprend qu'un show, c'est un ou plusieurs mecs sur le vélo, un speaker au micro et un DJ ou des trucs que tu peux ajouter. Et moi, assez vite, je fais des shows comme ça, sous ce modèle-là, qui est le modèle classique, on va dire. Et puis, en parallèle de ça, je fais des interviews ou des trucs comme ça. Et un jour, il y a un mec qui me dit, «Mais mec, je viens de voir ton show». C'était un truc un événement à Paris. «Je viens de voir ton show avec, ton speaker et ton DJ, c'est trop cool. Je viens de te voir en interview après le show, il y avait une espèce de table ronde ou quoi». Il me dit: «Tu parles, plutôt bien. Pourquoi tu parles pas pendant tes shows? Enfin, pourquoi tu t'allies pas les 2 tu vois?» Et là, je me dis: «Mais ouais, en fait, tu as raison, j'aime bien parler, j'aime bien faire du bike. Ça se fait pas trop, mais il faut que je trouve un moyen de parler pendant que je fais du bike, quoi». Et du coup, je trouve un système de micro qui s'accroche à mon casque, bref. Et on monte ce show, qui ressemble finalement plus à un espèce de one man show à vélo qu'à un show de vélo, classique. Et je pense que ce truc un peu différenciant me permet à la fois d'éliminer de la friction dans les process d'organisation, d'événements, dans le sens où, tu pas besoin de t'assurer que ton speaker soit dispo, t'as pas besoin de gérer la logistique de ton speaker, en fait, moi, mon matos, on arrive et on Mmh. retourne ton event. Ça, c'est un peu la promesse du truc, quoi. Mmh. Et donc on monte, cette offre-là, un peu par accident finalement, juste en me rendant compte que, ben, j'aime trop ça, 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 bah, vas-y, on va tout mettre ensemble. En parallèle de ça, j'aime beaucoup la musique, donc j'écoute beaucoup de sons. On va construire un show, à la fois, avec, du son, qui a de l'impact, des paroles, qui ont de l'impact et qui peuvent, inspirer, faire rire, faire réfléchir, peu importe quoi, mais
des choses qui vont s'adapter aux événements dans lesquels on va. Si on va dans un événement en entreprise, on va pas chercher à faire des vannes ou un peu moins que si on va sur un Tour de France, tu vois, qui est plutôt très familial. Et donc on monte ce truc-là. En parallèle de ça, il y a des gens qui voient le show et qui me disent putain, on a vu ton show sur allez, le Tour de France, trop stylé. Moi, je suis patron d'une entreprise, on est 2000 collabs. J'aimerais bien que tu fais des conférences. Je dis bah oui, évidemment j'en faisais pas, tu vois. J'aimerais bien que tu viennes faire une conf parce que ce que tu as dit pendant le show, c'est marrant, c'est sûr, mais on sent qu'il y a du fond. Donc je serais intéressé de voir ça. Moi, je dis oui au monsieur. Je prends son mail, son numéro. Je me, je file dans le camion, j'ouvre mon ordi, j'ouvre une note conférence, 2 points, thématiques qui peuvent matcher avec mon parcours. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bah, je veux pas faire une conf derrière un pupitre comme tous les athlètes retraités. Moi, ce que je kiffe, c'est faire du vélo, parler et potentiellement inspirer. Bah, vas-y, on prend toute la structure de show, on la met sur une scène, les invités se mettent comme dans un théâtre et je fais du vélo et je donne la conf en même temps en construisant la chose comme ça. Et en fait, j'ai l'impression un peu que chaque projet qu'on construit, c'est un peu ça. C'est genre, on t'a vu faire ça, mais nous, on aimerait bien ça. Est-ce que c'est un truc que vous faites ou pas? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse? Si ça nous intéresse, on dit évidemment qu'on le fait et on finit par le faire. Un peu après, dans le même exemple, dans le même genre d'exemple, on a des boîtes qui nous bookent pour une conf. Je dis nous, mais une fois de plus, je suis vraiment tout seul hein, sur le vélo. Qui me bookent pour une conf et ils nous disent ben merci beaucoup, on a trop kiffé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ensemble? On leur dit ben je sais pas, c'est quoi vos enjeux du moment? Ils nous parlent de RSE. Moi, je leur dis que moi, le sujet environnemental, c'est quelque chose qui m'intéresse de ouf et c'est ce pourquoi j'ai fait des études d'ingé, que pour moi, il y a plein de choses à faire en alliant et le vélo, qui est un moyen de locomotion bas carbone incroyable, et la locomotion en entreprise, de comment les gens viennent au taf, qu'on pourrait mettre en place des journées axées RSE, des journées mobilité, où nous, on arrive dans votre boîte avec une vingtaine de vélos que mes partenaires nous mettront à dispo. Ça permet à vos collabs déjà de faire un peu de sport, de redécouvrir la joie qu'est de faire du vélo. En plus de ça, ils ont un pro qui va leur donner des petits tips et compagnie. On embauche des coachs en parallèle pour avoir les bons conseils qu'il faut, parce que moi, je suis pas toujours le meilleur pour donner les conseils. En plus de ça, on construit un moment cool avec les collabs et feu, et c'est parti, et on a une nouvelle offre qui s'appelle les journées mobilité, et on va dans des boîtes, et mon job, c'est de faire kiffer des gens sur un vélo, de leur montrer à quel point c'est fun, à quel point c'est synonyme de liberté et d'épanouissement, et de leur montrer vraiment ma vision du truc. Donc Et attends, petite pause là-dessus. Du coup, en termes d'offres ouais, de business, donc chronologiquement et du coup, j'imagine en termes de place que ça prend, conférences ouais, que tu as développées ouais. et plus journée, Ouais, journée en exactement. entreprise. Ouais. Donc ça, En, c'est en gros, on a un volet très événementiel et mmh, un volet axé média / image. Le OK. volet événementiel, il se découpe en 3. C'est des shows pour des événements tout public, des conférences pour des événements plutôt B2B, et les journées qu'on fait plutôt axées mobilité, où on va parler de ma passion du vélo et redonner le goût aux gens au vélo. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont jamais testé un vélo électrique, tu vois. C'est tout con, mais ils savent pas à quel point c'est kiffant de rouler en élec, et ça peut être c'est Denise de la Contac à 60 ans et qui pense que le vélo c'est le Tour de France et basta. En fait, tu la mets sur un petit vélo élec de ville, elle découvre des sensations qu'elle a jamais connues de sa life, tu vois. Et voir ça dans le regard des gens, c'est ouf. T'as envie de dire ah bah tu vois, tu comprends ce que je kiffe. Bah voilà, maintenant on est deux à kiffer, et c'est trop cool. Et quand on reçoit des messages de personnes qu'on a pu encadrer, même si c'est pas de l'encadrement, mais qu'on a pu voir dans ces journées-là, qui nous disent bah j'ai vendu ma caisse, je vais au taf maintenant depuis 1 an et demi avec le vélo que tu m'as conseillé, et c'est trop bien, ça a changé ma life, merci beaucoup. Moi je me dis bon ouais, c'est bon, même si ça s'arrête demain, j'ai gagné, tu vois. Mmh. Ça me suffit. Et donc voilà, ça c'est le volet vraiment événementiel, et le volet image qui est un peu plus, comment dire,
pas complexe, mais qui est peut-être plus varié. Ou pour faire très simple, j'ai des sponsors qui me payent pour que je représente leur marque, les valeurs de leur marque, leurs produits, que je les aide à développer ces produits. Parce que du coup, la casquette d'ingé est un peu aussi utile à ce niveau-là. C'est que je sais lire un plan, si tu me montres un plan de cadre ou un plan de quoi que ce soit, je sais à peu près le lire et faire des retours plutôt constructifs dessus. Faire des images autour des services ou des produits qui proposent. Finalement, un modèle assez classique, tu vois, qu'on connaît bien dans le vélo. Oui, sauf Enfin, que le modèle de l'influence est un modèle, alors on va parler influence parce que, tu peux dire ambassadeur, mais il y a ouais, quand même des marques qui te contactent, ouais, avec lesquelles tu bosses, là où il s'agit entre guillemets «juste» de faire de l'image ouais, et de montrer des produits. oui. En gros, pour schématiser, dans ce volet média image, il y a un peu 2 modèles, comme s'il y avait 2 offres, même s'il y en a une qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus présente que l'autre. Mais il y a une offre, heu, vraiment de partenariat, des sponsors avec qui je bosse à l'année, avec qui je signe des contrats, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, comme, enfin, comme des Thulé, comme des GoPro, comme plein de marques avec qui on bosse. Et il y a des deals plus ponctuels et qui sont beaucoup moins importants parce que, à terme, et c'est même presque déjà le cas là en 2026, à terme, on voudrait plus avoir ce volet-là qui est, plus ponctuel. Grosso modo, je vous la fais simple, c'est, Motul qui lance une nouvelle, huile et qui dit: «Nico, on a besoin d'une vidéo pour telle huile. On aimerait que tu la testes en amont. Si tu kiffes, tu nous proposes un projet, créatif, quel qu'il soit. Hem, on en parle ensemble, tu tournes les images et tu postes cette vidéo sur tes réseaux». L'objectif étant de faire vendre cette fameuse huile. Pourquoi on veut plus trop faire ça? Déjà parce qu'on arrive à un stade où on a le luxe de choisir à la fois les marques et à la fois les personnes avec qui on veut bosser, et que créer une relation sur, une vidéo, sur un projet, one shot comme ça, avec quelqu'un ou avec une marque, bah, finalement ça a très peu de valeur pour nous, dans le sens où nous on aime quand même bien, pouvoir aller manger, tout pendant, un Rock d'Azur, aller manger avec, nos sponsors parce qu'on passe des bons moments avec eux. Parce qu'en fait, derrière les marques, il y a quand même des gens avec qui tu construis des projets, et si ces gens-là, tu peux pas te les voir, ou si ces gens-là, tu les vois, ultra, ponctuellement pour, un projet très précis, ben, nous, ça nous intéresse pas trop, tu vois? Alors même si c'est plus intéressant, enfin pas plus intéressant, mais ça reste intéressant en termes de financier, les push, influence, bêtes et méchants, on préfère, arrêter, ou du moins vraiment réduire. Tu vois, là, ces derniers temps, si on regarde ce que j'ai fait en influence, vraiment, très court terme, je fais un truc avec la RATP parce que c'est un truc qui me parle, que c'est la locomotion des Parisiens, et que c'est un moyen de locomotion que je trouve fou, et que bon, on est français, donc on aime dire que c'est en retard ou que ça marche pas, mais en vrai de vrai, quand tu regardes les chiffres des centaines de milliers, si ce n'est de millions de personnes que ça transporte, c'est assez ouf. Donc voilà, RATP, hem, j'ai même pas trop d'exemples, en fait, de trucs très ponctuels. Xpeng? Xpeng, ouais, Ouais, mais c'était il y a longtemps. ouais. C'était 2025, fin 2025, Je je sais pas, crois. SNCF, Air France, il y avait pas des trucs comme ça, Non, non? bon, Air France, non, ça sera pas chez moi. Non, mais SNCF Connect, mais c'est un partenaire à l'année. OK. Ils sont partenaires du Ouais. documentaire, qu'on va faire, sur lequel on est en train de bosser. Hem, non, des trucs vraiment, très ponctuels. OK. Là, si, tu vois, ce qui s'en rapproche le plus, là, en ce moment, je prépare le marathon de Paris. Mmh. J'ai été contacté par Intersport et ASICS, mais c'est un projet qui dure 6 mois quand même, et pour un truc à la fin qui est quand même assez cool. Donc là, on s'est engagé, mais sinon, si demain, tu une marque, ou alors faut vraiment un projet de ouf ou une marque de ouf, tu vois? Si demain Hermès me contacte, pour mettre en avant tel sac, qui est fait par nos artisans français, évidemment que j'y réfléchis, très sérieusement, tu vois? Par contre, toutes les marques de caméras embarquées, de Wish, qu'on trouve sur Alibaba, qui m'envoient des messages toutes les semaines, ben, presque peu importe le financier qui est en face, on a réussi, je pense, à construire une image et à intéresser des marques
comme bah tu vois, on est rentré dans l'horlogerie il y a 2 ans avec Breitling. Euh, c'est pas, enfin il y a un moment où faut être cohérent aussi, quoi. Tu vois, faut savoir où tu veux aller. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est savoir qui tu es, vers quoi tu veux aller. Et si tu veux être un catalogue publicitaire et avoir changé de boutique tous les 6 mois, c'est ok en fait. Moi, je critique pas ça, mais juste tu pourras peut-être pas travailler avec telle ou telle marque. Mais une fois de plus, si ça ne te dérange pas et que tu y trouves un intérêt, qu'il soit financier ou autre, hein, tu peux aimer rencontrer des marques ou tester plein de matos différents ou des raisons X ou Y. Ça peut être un modèle à suivre. Moi, juste, c'est pas le mien. Mmh. C'est quoi la différence? Enfin, du coup, il y a une différence entre ambassadeur et influenceur? C'est peut-être là où Ouais, j'ai l'impression que tu passes tu oui, étais complètement. peut-être un peu influenceur Ouais, et que maintenant tu repasses plutôt du côté ambassadeur pour tes sponsors? ouais. Alors, peut-être ça s'est fait. Si on regarde à l'échelle un peu plus large, en gros, quand je faisais de la compète, j'étais ambassadeur pour mes sponsors. Ensuite, j'ai arrêté la compète. On a dû passer par une phase d'influence, je pense, pour montrer aussi qu'on était capable d'amener des projets créatifs cool sur le marché et pas juste regarder cette belle crème pour le visage. Moi, mon dada, c'est vraiment de creuser on appelle ça les intentions créatives. Tu vois, on bosse avec mes petites équipes toute l'année là-dessus. C'est qu'est-ce qu'à à partir de ce casque, quelle histoire on peut raconter, tu vois. Ouais, il y a de Et, l'histoire, bah, hein. celui-là, j'imagine qu'il en a bien de trop. On serait pas capable, mais voilà, c'est pas juste. J'ai testé telle huile pour la chaîne, c'est miraculeux, faut l'acheter, quoi. Mmh. On essaye de construire des trucs un peu plus taffés que ça. Et c'est vrai que du coup, on revient du côté ambassadeur de marque avec des sponsors classiques dans des contrats où, pour le coup, il y a aucune obligation. Enfin, j'ai aucun contrat à date. Je réfléchis en même temps que je parle, mais où on m'oblige à créer 3 vidéos et 2 posts, tu vois. C'est pas ça. C'est vraiment une représentation plus globale de la marque au travers de toutes mes aventures. Combien ça coûte un Nico Fleury? Très Je cher. sais pas, je suis une marque, je me dis: Très «Bon, bah, cher. OK, Combien ça coûte? Pour donner des fourchettes de contrats, bah, pareil, en fait, la mentalité, c'est pas la mentalité, mais notre objectif, ça a été assez vite de faire moins mais mieux. Donc je préfère avoir trois sponsors qui me donnent une somme d'argent conséquente plutôt que d'en avoir 25. Euh, Ça, c'est des choix presque, je vais dire artistiques, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est des business plans, une fois de plus, qui sont bien différents. Euh, Nous, combien ça coûte pour donner bah, sur le volet événement, sur le volet marque, c'est compliqué parce que c'est vraiment à la carte. mmh». Ça dépend vraiment des projets. Euh, Si donc par exemple, je suis une marque, je fais, j'en sais rien, je fais des casques et je te dis: «Vas-y Nico, tu peux être mon euh, ambassadeur, je te file 5 000 balles», est-ce que tu prends ou tu prends pas? non, je prends pas. Non, je prends pas. Pour te donner un ordre d'idée, les chiffres qu'on peut communiquer assez facilement sur le volet événementiel, en tout cas, Mmh. un show aujourd'hui, c'est à partir de 3 500 € OK, hors taxe. un show Un show, à partir de ouais. OK. Les conférences sont plus chères, les journées mobilité sont plus chères. Et les partenariats qu'on signe, une fois de plus, tu vois, typiquement, il y a des marques avec qui ça fait plus en termes de financier parce que des choix stratégiques qui font que elles virent enfin, je sais pas, une marque peut virer tous ses ambassadeurs pour se concentrer sur, je sais pas, ils passent en mode 100% online, Mmh. faut un gros investissement sur le site, machin. Ok. Qui nous propose de diviser par deux notre cachet, par exemple. Euh, Nous, on préfère quand même sortir plutôt que. En fait, on dégrade pas le prix si on dégrade pas notre implication. Mmh. Ouais. Donc, c'est pas des chiffres qu'on pose au hasard, tu vois. C'est pas, on dit pas, bah, ça sera 20 000 et tu verras ce que t'auras. Bah non.
Il y a des projets qui sont chiffrés, qui sont construits. Partir en Suède, on sait combien ça coûte, tu vois. On sait combien ça coûte une équipe de prod à la journée. On sait combien ça coûte de faire déplacer toute notre structure pour aller faire un show ou donner une conf à droite à gauche. On sait combien ça coûte d'écrire une conférence. Et donc en fait, quand on construit des œuvres de partenariat, rien n'est laissé au hasard. Et jusque-là, je touche du bois, mais jusque-là, les marques sont plutôt satisfaites puisqu'elles re-signent tous les ans avec des contrats qui sont tous les ans plus chers. Donc on essaye de... En fait, là, on est arrivé au stade où c'est assez confortable pour nous. On peut se permettre de dire non, que ce soit sur les événements ou que ce soit sur les marques. On préfère ne pas aller sur un événement qui va me fatiguer, qui va me coûter vraiment en énergie. C'est beaucoup de déplacements. C'est vraiment physiquement un événement. C'est quand même les gens, ils voient les 15 minutes de show ou les 45 minutes de conf ou quoi. Mais ce qu'il y a derrière, c'est monstrueux. Tu vois, la logistique, l'orga, machin. On préfère dire non si l'event a soit l'event est pas très sexy, auquel cas on essaye de se concentrer sur les events qui nous font rêver. Soit l'event n'a pas le budget, auquel cas on n'a pas trop de mal à dire ben désolé, mais ça sera peut-être l'année prochaine, tu vois. Et ça, c'est au début, c'est super dur à faire, surtout quand tu viens de, tu vois, on n'est pas footballeur, enfin on tombe pas avec des contrats où ça pleut de l'argent tous les jours. Donc pour en arriver là, on s'est un peu bagarré. Et quand un event te dit, ben non, on n'a pas 3005, par contre on a 2000, on peut vous offrir ça, le logement, le machin. Au début, tu te dis, mais attends, je vais vraiment dire non à 2000 euros? C'est énorme, 2000 euros. Tu vois, moi, mes parents, ils sont salariés, c'est plus que le salaire de ma mère, quoi. Je vais vraiment dire 2000 non à 2000 balles, euh, alors qu'on va me payer pour aller faire du vélo? Qui suis-je pour dire non à 2000 euros alors que c'est ce que j'aime le plus faire au monde et tout. Et en fait, ça, c'est des réflexions très court-termistes, mais en disant un petit peu oui à tout, et on l'a fait, hein, c'est pour ça qu'on a le recul nécessaire pour arriver à dire non maintenant. Tu finis par te cramer et ne plus être là où tu dois être. Tu finis par aller chercher des billets à droite à gauche, faire des événements qui sont un peu miteux, et pour du financier qui finalement, si tu réfléchis plus long terme et que tu vois plus loin que ça, enfin, le financier finira par arriver en faisant une fois de plus ce pourquoi t'es fait à 100% et ce pourquoi tu dois être fait. Et donc il y a une grosse phase qui peut durer longtemps, hein. Pour nous, elle a duré longtemps, où tu dois être le yes man de l'équipe, où peu importe le projet, tu fonces. T'es partout tout le temps, tu fais 50 trucs par jour. Et là, on entre dans la phase où, au contraire, je crois qu'il faut savoir dire non. Et pour ça, il faut être entouré. Moi, j'ai Tom, qui est mon manager et qui, maintenant, est capable de me dire est-ce que ça te coûte si on le fait pas? Enfin, est-ce que t'es deg de pas y aller? Oui, non. Si t'es deg de pas y aller. Et à l'inverse, on fait des événements où ça, je devrais pas le dire, tu vois, il va me défoncer, mais où on gagne pas autant d'argent que ce qu'on devrait. Parce que c'est des événements qui nous font rêver, tu vois. Et, c'est un mix de trouver l'équilibre entre le kiff ultime et le financier qui doit être, ce mix-là, cette moyenne doit être positive, on va dire, pour qu'on se déplace. Et c'est pareil avec les marques. C'est moins vrai avec les marques, parce que les marques, moi je suis quand même très attaché à l'image qu'on est en train de construire. C'est un travail de longue haleine, et les marques, si c'est pas vraiment très stylé, et que le financier y est pas, en général, on n'y va pas. C'est quoi l'image que tu essayes de construire? Un mec assez simple, qui fait des trucs avec beaucoup de passion, qui essaye de faire passer des messages, qui essaye d'inspirer au travers de ce qu'il fait. Montrer l'exemple, c'est peut-être pas forcément le cas, mais simplement être plus
enfin, être plus, je sais pas si c'est le cas non plus, mais être plus que juste le gars qui fait des trucs cool sur un vélo, tu vois. Essayer d'avoir une voix et pas simplement des jambes et des grands dorsaux qui savent tirer fort sur un guidon et rouler dans des endroits dangereux et faire des backflips sur des grosses scènes. C'est pour ça en fait que je fais des shows, c'est pour ça que je prends la parole sur les réseaux. C'est c'est pas juste pour montrer ce que je fais à vélo, c'est pour essayer de véhiculer un truc de qui je suis, de quelqu'un de bienveillant qui pense qu'on peut y arriver sans faire des coups de pute à tout le monde et en faisant les choses avec plein d'amour et plein de passion, ce qui est pas toujours incompatible avec un succès entre guillemets, hein. Je mets des guillemets Mmh. parce que je pense pas être particulièrement successful, mais du moins kiffer vraiment ce qu'on fait sans sans être un vendu ou juste en étant qui l'on est à 1000% et en prenant du plaisir à ça, quoi. C'est quoi les autres messages? Les autres messages, les messages un peu secondaires qu'on peut amener, bah, une fois de plus, moi j'ai une passion pour le dehors, pour l'extérieur et donc tout ce qui touche de près ou de loin à l'environnement, c'est des choses qui me passionnent, mais pas par passion scientifique, en fait, plus par égocentrisme et par égoïsme, dans le sens où, ben, c'est pas un scoop, à part Trump, tout le monde le sait, notre extérieur est en train de mourir et de se dégrader. Moi, l'extérieur, c'est mon terrain de jeu. C'est là où j'aime faire du bike, c'est là où j'aime aller courir ou faire des randos avec mes potes et faire des souvenirs. C'est là où j'ai envie d'élever des enfants. Si demain, il fait 45 degrés l'été, si demain on peut pas manger de la nourriture qui est bonne pour notre corps, si demain on peut pas respirer de l'air qui est bon pour notre corps, moi ça me va pas. C'est pas c'est pas que ça me va pas parce que j'ai peur que les grenouilles du Bangladesh meurent, ça j'en ai à peu près rien à carrer, mais juste j'ai envie de continuer à faire ce que je fais dans un environnement sain pour moi et pour les gens que j'aime. Et quand je vois qu'on est en train de détruire un peu ça, ça me ça m'encourage du moins à prendre la parole sur ce volet-là et surtout à montrer que en fait le modèle qui est principalement le modèle de réussite et de bonheur qui est principalement mis en avant, à savoir voyager aux quatre coins du monde, heu, consommer toujours plus, avoir des nouveaux fringues tous les jours, et ben c'est peut-être d'une part c'est peut-être pas le modèle qui rend vraiment heureux, et d'autre part il y a un modèle de sobriété que moi j'essaye d'adopter du moins, qui pour le coup me rend très heureux, tu vois? Et si ça me rend très heureux, je suis à peu près sûr que ça rendra très heureux pas mal de gens. Et montrer qu'on peut être très heureux sans fumer son bilan carbone, et ben je trouve ça assez cool, tu vois? De faire des projets stylés avec des marques ultra sexy en ayant toujours ce regard un petit peu vigilant sur la manière dont on fait les choses, la manière dont on se déplace, la manière dont on consomme, et ben je trouve ça quand même plutôt cool, tu vois? Mmh. Donc ça c'est le gros message annexe qu'on essaie de véhiculer, en sachant que c'est une thématique, c'est pas une thématique, mais c'est des questions qui sont très touchy, sur lesquelles tu passes vite pour un vieux con. Donc prendre la parole sur ça, c'est compliqué, c'est pas des sujets faciles, tu vois? C'est des sujets qui sont trop souvent politisés, alors que oui, il y a une part de politique dans tout ça, mais moi la partie politique, j'en ai rien à carrer. Moi, c'est le bon sens paysan des gens que j'ai envie de venir chercher, tu vois? C'est juste soyez heureux et voyez que pour être heureux, le bonheur, ça passe pas que par ce qu'on essaie de vous vendre, en fait. Il y a plein d'autres choses, et c'est très ambivalent avec mon job, finalement, où des marques me payent pour indirectement faire vendre des produits, tu vois? Donc et des marques me payent pour que je me déplace à droite à gauche sur des événements. Comment justement où est-ce que tu places le curseur, justement, avec des marques
qui vont te proposer. Alors, je prends l'exemple. J'ai absolument rien contre la marque, mais par exemple, Breitling. Ouais. Bon, avoir une montre, c'est très cool. Avoir une belle montre, c'est encore plus cool. Je suis un passionné de montres, moi, et je rêve devant des montres. Simplement, on peut se dire que vendre une montre de luxe, si on considère que Breitling c'est du luxe, je pense qu'on peut le dire. Vendre une montre de luxe, c'est peut-être pas le modèle de sobriété. Néanmoins, c'est des beaux et encore que parce que ta montre, l'empreinte carbone d'une montre, c'est pas énormissime, tu vois. Non, pardon. Je fais pas de procès à Breitling ou je fais pas de procès à l'horlogerie. à l'intention à l'horlogerie. Encore une fois, en tant que passionné le de modèle montre, de sobriété même. en fait, c'est juste de dire, j'imagine qu'il y a des comment dire, des arbitrages que tu dois faire Ouais, bien sûr. avec des marques qui te contactent et qui potentiellement peuvent te payer cher pour mettre en avant des produits qui sont des produits de consommation, qui mettent en avant la consommation. Mais du coup, comment est-ce que tu juges où est-ce qu'on met le curseur, quoi. Ouais, où est-ce que tu mets le curseur sur OK, alors ça, franchement, c'est un produit que je veux pousser et si les gens l'achètent, franchement, je suis trop content. Eh ben, déjà, on se renseigne de ouf. Moi, je suis un geek des infos sur les approvisionnements, sur les matériaux, sur comment c'est fait, sur où c'est fait, sur comment c'est transporté, comment c'est livré et compagnie. Ça, je pense, c'est l'ingé un peu matrixé qui reste dans un coin de ma tête. Donc, j'enquête pas mal là-dessus. Et notre manière de faire, c'est un peu ce moins mais mieux, tu vois. Je préfère que un mec qui me suit s'achète une Breitling dans sa vie, plutôt que ce même mec s'achète 25 montres dans sa vie de très mauvaise qualité qui va finalement pas garder et qui vont finir à la poubelle, tu vois. C'est ce truc-là qui nous drive aussi. C'est pareil, tu vois. Tu peux dire ouais, mais attends, c'est des produits super chers. Oui, c'est des produits super chers, mais moi, depuis que j'ai 8 ans, mes parents, ils ont un coffre de toit Tulé. J'ai 28 ans aujourd'hui, ils l'utilisent toujours, et le coffre de toit, il a pas bougé d'un millimètre. Donc, en fait, OK, on fait vendre des produits, mais on a le luxe de choisir les produits et les marques qu'on représente aujourd'hui. Donc une fois de plus, les trucs très gadgets, ben c'est niet, on est désolé. Je sais pas, mais dans le vélo, t'en as des milliers, tu vois. Après, c'est difficile de faire le parallèle parce que t'as aussi du consommable, tu vois. Tu peux pas dire qu'il faut arrêter d'acheter des paires de gants sous prétexte qu'on les jette vite. Ben oui, ça fait partie des consommables et c'est bien triste, mais voilà. Donc le curseur, il est finalement assez facile à poser, tu vois. C'est beaucoup d'investigation et pas mal de tests aussi, tu vois. C'est tout bête, mais là j'ai une Breitling au poignet que je mets quasi 365 jours par an. Elle prend des coups à la muscu, elle prend des coups sur le vélo. J'étais avec Kiki Bron vers les Aravis, je me suis éclaté la tête la main contre un caillou. Elle a pas bougé d'un millimètre. Voilà, ça fait partie du testing de tous les jours et je suis trop content d'être arrivé à ce stade où on a le luxe de dire bah non, vos produits, je suis pas sûr qu'ils collent avec l'ADN qu'on a et désolé quoi. Donc c'est chouette. Parle-nous un peu, si on peut parler rapidement de ton équipe. Parce que donc tu dis on, tu nous as un petit peu présenté avant, mais qu'est-ce que cette équipe te permet de faire sur l'image, sur l'organisation, la réflexion aussi des collaborations, des projets. Tu peux nous dire comment tout ça fonctionne un peu? Ouais, bien sûr. L'équipe, bon, le noyau très dur, c'est Tom et moi. Tom, c'est mon manager, qui est aussi un de mes très bons potes. Ça, c'est le noyau dur. Et autour de ça gravitent je dirais des gens très proches comme on a un alternant qui s'appelle Mathis et qui fait aussi du bike et qui est un giga passionné de vélo d'ailleurs, qui gère la partie montage, on va dire, et réflexion sur la création de contenu. On a
Marie qui gère la partie plus rédactionnelle de tous les textes qui sortent de moi. On coécrit beaucoup, notamment pour LinkedIn ou pour des interviews ou pour plein de choses. Et ensuite, on a Jason et Ben qui sont plus des cadreurs, réals, monteurs aussi, un peu des hommes à tout faire et qui touchent aussi beaucoup en photo. Donc, c'est un peu des cracks de l'image qui sont très souvent avec nous. Mais grosso modo, le mindset un peu de tout ça, c'est on est tous. Enfin, ça, c'est Tom qui le dirait. Tom, il dit tout le temps, en fait, Nico, il est capable de faire ce que nous tous on fait. Il sait faire des vidéos, il sait faire des montages, il sait envoyer des devis, machin. Là, l'objectif, c'est que moi, une fois de plus, je me répète peut-être, mais c'est que moi, je sois exactement là où j'ai le plus de valeur ajoutée, à savoir déjà faire du vélo. C'est peut-être là où les autres peuvent vraiment pas me remplacer. Et créer au sens très large de me lever le matin, ouvrir mon ordi et réfléchir à des sujets, mais des trucs très variés. Des fois, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais créer des vidéos, créer des projets, créer des scénarios, créer des blagues, créer peut-être un jour des livres. Enfin, j'ai des notes à l'infini et j'aime beaucoup ce process de création. Donc, c'est censé être mon quotidien. Au-delà de ça, euh, Tom, il va gérer tout ce qui est euh, tout ce qui tout ce qui se compte en euros, en gros. Toutes les demandes entrantes d'événements, de partenariats, de tout et n'importe quoi, c'est Tom qui va les gérer. C'est le premier pare-feu, on va dire. Il fait le tri. Il me propose ce qui est intéressant, aussi bien sur le volet kiff que le volet financier. Et à nous deux, on arbitre de qu'est-ce qu'on fait pas. Est-ce que tu as des demandes, enfin, tu que des demandes entrantes ou tu as aussi, tu Ouais, prospectes, tu aujourd'hui, vas sur le volet événementiel, on a que des demandes entrantes. OK. Et sur les partenariats, on a... Attends, je réfléchis les derniers trucs qu'on a signés, mais on a que des demandes entrantes aussi. Sauf, en début d'année, souvent, j'aime bien me faire une liste de marques avec qui j'aimerais bosser, tu vois. Et maintenant, bon, bah, ce qui est cool, c'est que avec les années, tu finis par avoir un peu les mails de tout le monde. Donc, on n'est pas à l'abri de... Enfin, pour le coup, là, c'est moi qui le fais. Parce que c'est des projets que j'ai envie de mener, des personnes que j'ai envie de rencontrer, des marques que j'ai envie d'approcher. Donc j'envoie des mails, mais ça c'est super rare. Ou alors ça va arriver pour un projet très précis comme la Suède, typiquement, on n'avait pas de nutrition. Je me suis dit bon, quelle marque me ferait le plus kiffer en nutrition? Il y a Baou qui est ressorti parce que Baou c'est une entreprise Bicorp, tous les produits sont bio, sourcés et compagnie. En plus de ça, j'avais déjà goûté, c'est plutôt très bon. Donc j'ai envoyé un mail à Baou en disant ben salut, on se connaît pas, vous m'avez sauvé de quelques hypoglycémies avec lors de mes dernières aventures. J'ai un projet, je vais en Suède à vélo, faut qu'on s'appelle. Mais ça arrive très ponctuellement, tu vois. C'est plus pour des projets ou vraiment pour des marques qui me font kiffer, avec qui j'aimerais bien bosser. Mais dans l'ensemble, c'est que de la demande entrante. Donc Tom gère ça. En parallèle de ça, de tout ce que j'écris moi tous les jours, on en ressort des formats que j'aimerais bien faire. Tu vois, il y a un format de podcast que j'aimerais bien faire. Il y a des formats de documentaires, il y a des formats de plein de choses et de formats très courts aussi, de shorts, de réels, de trucs qui feraient kiffer artistiquement parlant ou sportivement parlant, ou des challenges ou des trucs comme ça. Ça, j'en parle à Mathis, qui est notre alternant. On organise les tournages, on organise le montage. Et pour les projets plus conséquents, je demande à Ben et Jason, qui ont plus la casquette de réal, ben voilà, j'ai telle idée, mais des fois ça part d'un truc de merde, ça part d'une phrase que j'ai vue dans un film, tu vois, de telle réplique où je me dis oh putain, ça c'est trop, cette phrase elle est trop folle, comment on pourrait l'adapter à ce que je fais ou à ce qu'on fait, tu vois, ça me rappelle trop tel souvenir, machin. Et voilà, et comme ça on essaye de construire un petit peu tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour de ce qu'on fait, enfin de ce que je fais du moins, et des idées de merde que je vais poser sur mon ordi. Et ces idées donnent des projets, puis ces projets donnent des souvenirs, et puis à partir de là, on continue à construire comme ça.
Mais voilà, l'objectif là, c'est vraiment que chacun soit à sa place, même si ça n'empêche que, tu vois, Tom, il peut donner des avis sur la réal d'un projet, que bon, les gars se mêlent pas trop du financier parce que ça les regarde moins, mais que chacun peut aussi donner son avis sur c'est pas juste Nico est à la création et il écoute personne autour, tu vois. Au contraire, c'est plus on est un peu tous dans le même bateau et moi je suis très ouvert enfin je partage tout le temps mes idées avec les gars et enfin les gars et les filles parce que on a aussi la joie d'avoir des nanas avec nous et on a aussi ouais, en fait j'ai oublié une partie de l'équipe et elles vont me haïr mais on a Chloé qui est notre graphiste aussi. Pareil, c'est plus ponctuel, tu vois, c'est plus on a tel projet. Moi, j'aime bien les trucs un peu léchés, un peu quali, donc on fait pas des plaquettes à l'arrache. Et à chaque fois qu'on envoie une plaquette, on a un petit PS 2 points de la part du client, beaucoup trop stylé la plaquette. Et on aime bien taffer les trucs jusqu'au bout. Donc Chloé qui s'occupe des graphismes et Anouchka qui s'occupe de la direction artistique au global. Et pareil, ça va être plus sur des projets ponctuels comme j'ai roulé dans le Grand Palais. Qui est un gros monument à Paris pour ceux qui connaissent pas. Il y a bientôt un an, j'avais besoin d'une DA un peu particulière pour le projet. J'ai demandé à Anouchka qu'on travaille dessus et on a bossé là-dessus. Et voilà. Ouais, ça fait une belle équipe, quoi. Oui, oui, ça fait, ouais, Avec des ça gens fait un qui peu de monde. bossent full time et des gens qui Ouais, bossent c'est en ça. freelance. Voilà, Ouais. exactement. Mmh. En gros, c'est des full time et pas mal de freelance, en sachant que ce qui nous réunit tous, c'est qu'on est d'abord tous potes, en fait. Et qu'on peut partir en vacances tous ensemble et qu'on peut aller bouffer tous ensemble et ne pas trop parler de taf pour autant, tu vois. Mmh. Et c'est un peu comme ça qu'on construit, enfin en tout cas que les choses se font naturellement, tu vois. Donc c'est cool parce qu'au final on est jamais au taf, tu vois. On se voit, on parle 5 minutes des sujets importants, enfin des sujets de job et le reste du temps on kiffe et on raconte des conneries. C'est un peu plus c'est un peu plus sympa que d'avoir des collègues avec qui t'as pas trop choisi de bosser, quoi. Ouais. Et l'objectif c'est que tout le monde s'y retrouve. Donc maintenant j'ai aussi une forme de pression que je me mets tout seul, mais qui est assez moteur, je pense, en fait, ces gens-là, ils se décarcassent pour faire leur job du mieux possible pour moi. Moi, je dois me décarcasser pour que tout ce qu'on fait rayonne assez pour leur apporter ce dont ils ont besoin, à savoir, bah, souvent du financier, parce que je les paye pas en paire de gants ou en casque, même s'il y a beaucoup de marques qui aimeraient bien que je paye comme ça. Mais mais voilà, je trouve que ça apporte aussi une dimension collective dans un sport très individuel et dans une aventure entrepreneuriale qui pourrait être très individuelle parce que je pourrais être tout seul et faire ce que je fais, sauf que j'en ferais 10% et que ce 10% là, je le ferais pas bien. Là, j'ai la chance d'avoir la bonne personne à la bonne place et du coup, ça simplifie de ouf le truc et c'est super épanouissant pour moi parce que en plus de ça, je fais vraiment ce qui me fait kiffer à 100% et chacun fait ce qui lui fait kiffer, quoi. Donc c'est trop bien. Ouais. Ça me fait un peu penser des artistes, chanteurs ou plutôt chanteurs, généralement, mais tu peux avoir le nom le chanteur, Mmh. mais avec un groupe derrière, quoi. Ouais, ouais, bah, tu vois, Mmh. moi, je suis un fan d'Orelsan ou de Nekfeu ou tous ces mecs-là qui sont, bon, pour le coup, des rappeurs, mais des artistes de fou et qui sont où que tu les vois, ils sont entourés par leurs potes. Mmh. Et c'est les mêmes potes depuis le début, tu vois. Et ça, pour moi, c'est la définition du succès dans le taf. C'est juste arriver à faire ce que t'aimes, à le faire voir, parce que moi, je vois ce qu'on fait comme une forme d'art. C'est peut-être, pareil, un peu prétentieux de dire ça, mais juste, Non, on livre des trucs de nous, on sort des trucs de nous. Le matin, il y a rien, il y a une feuille blanche. Le soir, il y a une vidéo ou un article ou une photo ou quoi. Donc pour moi, on a créé quelque chose et créer ça avec tes potes, je trouve ça passionnant. Et franchement, je le ferais pas si demain je dois être tout seul, je change de métier. Je je trouve tellement de satisfaction à rendre ces gens-là fiers de ce qu'ils font,
fier de ce que je fais aussi d'une manière, mais fier de ce qu'on construit. J'en tire plus de kiff je tire plus de plaisir à voir ces gens-là fiers de ce qu'ils font et de ce qu'on fait que de plaisir perso à faire ce que je fais. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en plus, j'ai du mal on en parle un peu dans le docu de la Suède d'ailleurs, j'ai du mal à kiffer les victoires et à être fier de moi, tu vois? Hem, mais par contre, voir ces gens-là fiers de ce qu'on fait, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est le plus beau spectacle et me dire que, bah, d'une certaine manière, je contribue à leur bonheur, à leur épanouissement, à ce qu'ils construisent. Bon, on n'a pas encore d'enfants, mais tu vois, demain, l'un des membres de l'équipe a un mioche, je serais trop fier, pour le coup, là, d'apporter ma pierre à l'édifice et de savoir que une partie de ce foyer se construit via ce que moi je fais ou via mes idées ou via mes trainings sur le vélo, quoi. Mmh. Et pour en revenir à un peu ce que tu disais avant, c'est-à-dire le conseil aux jeunes qui voudraient Mmh. vivre du vélo, je trouve peut-être que ça c'est un excellent exemple ou conseil, c'est dire, le faites pas tout seul. Ouais, grave. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce que j'ai un petit frère et on n'est pas du tout câblé pareil là-dessus. Moi, genre, on va dans une soirée demain. Mon frère, il va connaître le nom, prénom des gens, le nom de leur chien, où ils ont été en vacances. Moi, je vais connaître le métier et ce qu'aiment les gens, enfin, ce qu'aime tout le monde, ce qu'aime faire tout le monde. Par contre, je connaîtrais pas les prénoms, je connaîtrais pas le nom de la sœur, machin. Mais j'ai une fascination et une facilité, je pense, à savoir qu'est-ce que fait un tel, qu'est-ce qu'il aime faire et comment, si j'aime bien ce un tel, comment je pourrais l'intégrer à ce qu'on fait, tu vois. Et, et ça, c'est une forme peut-être de construction de réseau, même si le réseau en France, il est un peu mal vu ou ça peut être un peu péjoratif d'utiliser ce truc-là ou trop business, je sais pas, mais moi, genre, c'est ma passion de faire des ponts entre les gens, entre un tel et un tel qui bossent pas du tout dans la même industrie, mais qui ont les mêmes valeurs et peut-être un besoin qui peut se croiser. Et c'est pour ça aussi qu'on aime trop. Bah, tu vois, la semaine dernière, on faisait l'avant-première du docu de la Suède avec tous les partenaires et avec des gens d'univers bien différents. Créer des rencontres comme ça, moi, je trouve ça ouf. Et un conseil du coup qu'on pourrait donner aux jeunes, aux petits, c'est que en fait, ok, toi, tu fais du vélo, du skate, peu importe quoi, t'as l'impression que t'es tout seul, mais dans ta classe ou dans ton groupe de potes, t'as forcément un mec qui aime trop faire des vidéos, qui aime trop faire des photos, qui aime faire du son, qui aime faire un truc que vous pourrez faire ensemble et qui fera aussi bien grandir enfin, ce que tu fais de ton côté que du sien. Et moi, c'est parti comme ça. Tu vois, des potes au collège qui avaient une caméra, qui savaient, enfin, on savait pas s'en servir clairement. Et je suis retombé sur des vidéos là, des archives de malades où t'as des montages horribles sur Windows Movie Maker, des trucs vraiment dégueulasses. Et juste, c'était un pote qui était là, qui avait une caméra. Ça devait être la caméra de ses darons d'ailleurs à l'époque, qui aimait bien faire filmer. Moi, j'aimais bien faire du vélo. Bah, vas-y, feu, viens, tu filmes pendant que moi je fais du vélo. C'est toujours ça. C'est qu'est-ce que t'aimes faire, c'est même pas dans quoi t'es bon, c'est dans quoi tu te sens vibrer vraiment. Quelle chose tu fais sans compter les heures. Eh ben, fais ça, juste fais ça avec des gens qui font ça dans leur domaine et réfléchissez à comment vous pouvez faire ça ensemble et construire des trucs. Et l'argent après, j'ai envie de dire, c'est secondaire en fait. C'est plus l'argent, le train de vie, le machin, c'est presque une conséquence de ça, tu vois. C'est d'abord fais ce qui te fait vibrer et ensuite tu trouveras les moyens de payer ton loyer Ouais. en fait. Faut quand même s'acheter du temps. Ouais, en fait, Voilà. là maintenant, c'est ça qui est précieux quand t'es jeune, en fait, c'est que du temps, t'en as à revendre Mmh. et passer les études sup, si tu fais des études sup, ça devient plus compliqué Et alors, et pardon, quand je dis faut s'acheter du temps, c'est peut-être que pour faire un truc qui te fait kiffer, il faut avoir à côté un job alimentaire oui, qui voilà, te ouais, permet de bien sûr, ouais. t'acheter du matos ou d'avoir le temps de, Ouais, évidemment, tu vois? évidemment et je suis peut-être un peu trop gâté là-dedans, dans le sens où maintenant j'ai
j'ai le temps et le recul pour avoir. Enfin, j'ai jamais eu cette période où j'avais un 35 heures ou un 40 heures et qu'il fallait que je fasse du vélo à côté, tu vois. Donc, est-ce que c'est peut-être pas un peu, est-ce que tout mon discours est pas un peu utopique? Je sais pas. Mais en tout cas, pour tous les mecs qui qui sont encore à l'école ou quoi, il y a aucune excuse. Genre, vas-y, défonce tout et ça va marcher. Il y a aucune raison que ça marche pas. Si tu aimes et que tu t'entoures bien et que tu fais des choses qui te ressemblent, vas-y. Ouais. Et puis je crois que quelqu'un qu'on connaît a dit si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc D'un qui truc qui filme, quoi. filme, exactement. Non mais putain, mais cette phrase, Ouais. elle est Et si vraie. si tu dis que t'as pas de matos, c'est que t'es une C'est victime. que ouais, c'est un truc de victime, C'est un mais truc de victime. c'est 100% vrai, tu vois. Ouais. Il faut juste faire et je suis à peu près sûr qu'au début ça sera à chier et c'est normal Mm. et que 1 an plus tard ça sera beaucoup moins nul et 10 ans plus tard ça commencera à ressembler vraiment à un Ouais. truc sérieux. Mais ouais, faire les choses mais c'est dur, hein. C'est à la fois très simple et je trouve à la fois très compliqué dans ce truc de comparaison sans cesse où tu vois que ce qui brille chez tout le monde et où tu te dis que tu seras jamais assez, quoi. Moi, C'est j'invite fou. tous les gens qui pensent que c'est dur d'arriver à ce niveau de qualité. Allez voir mes premières vidéos. Allez voir les premières Mais vidéos de les Nico. premières vidéos de tout le monde, en Non, vrai, hein. mais allez voir. En C'est fait, une non, mais c'est catastrophe. vraiment un truc Mmh. qui, je trouve, est hyper puissant. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, moi, je le fais de temps en temps. Je regarde des podcasts américains ou même j'écoute des podcasts français. Et en fait, tu vas voir la première vidéo, mais vraiment la Mmh. toute première vidéo, le tout premier contenu. Dis, ouais, le gars, il Mais c'est parle. génial. Et là, Ouais. tu te détends tout de suite. Ouais, Tu fais ah ouais d'accord. Ah non mais en fait je en fait, peux le gars n'est pas un génie. je peux commencer là. Ouais, bien sûr. Et un exemple, un podcast que j'écoute beaucoup et qui est très très cool, Mathieu Stéphanie, Mmh. Génération Do It Yourself, premier épisode. Je crois qu'au Il est bout de encore en ligne? ouais, ouais, ouais. Ouais, tu le retrouves, hein? Premier épisode, c'est je crois qu'au bout de 45 minutes, Il a un invité déjà? ouais, il y a un invité. Au bout de 45 minutes, c'est bon les gars, désolé, la carte mémoire était pleine, le truc s'est Ça coupé. régale. Ouais. Bon, salut quoi. Ouais, Et là, tu fais waouh. mais génial, Mmh. le mec, c'est quasi le plus gros podcast de France. Alors Mmh. maintenant, c'est Legend, mais et Legend a commencé différemment. Mmh. Mais ça, c'est génial. Mmh. Et moi, mon premier épisode, par exemple, il n'est jamais sorti. Mon premier épisode, c'était avec Jérôme Mortal, Ouais. où je lui ai posé une question pendant 25 minutes et il a répondu. Enfin, la question c'était est-ce que tu peux te présenter? Et pendant 25 minutes, j'ai pas pu l'arrêter. OK. Et donc bon bah, voilà, et à la fin je lui ai dit écoute, on va peut-être pas sortir ça parce que c'est voilà. Mais du coup, il y a un démarrage à tout, Ouais, il ouais, ouais. faut commencer quoi. Mmh. Voilà. Mais juste mais et pour le coup, c'est si dur de commencer, quoi. C'est fou à quel point on peut s'auto-saboter. Ouais. Parce que en soi, c'est que nous. Il y a pas de, tu vois, on arrive à se mettre des freins à main à nous-mêmes. Et pour moi, c'est encore valable sur plein de trucs, hein. Enfin, pour tout le monde, je pense que c'est valable, mais ouais. Et avec le temps, je trouve qu'on arrive à, quand tu prends un peu de recul, justement, t'arrives à enlever un peu ces freins à main en te disant, bon, on a déjà fait des trucs, on s'est déjà foiré, on est vivant, vas-y, go. Et maintenant, moi, j'essaye, bah d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait hier avec Tom, tu vois. J'essaye de me demander qu'est-ce qui me ferait stresser, qu'est-ce qui me mettrait dans cet état de, pas de panique, mais de stress qui pourrait ce stress peut se transformer en motivation et en création d'un nouveau truc, tu vois. Et hier, on s'est dit, putain, ce serait stylé de, Tom, il m'a dit, et si on bookait le théâtre Édouard VII, là, à Paris, et que demain, faut remplir une grande salle avec un format de conf ou de peu importe quoi, ça te fait stresser ou pas? Je dis, ah ouais, putain, arrête, rien que d'en parler, j'ai la boule au ventre. Du coup, 5 minutes après, on était sur Internet, prix théâtre Édouard VII, réservation, machin. Moi, j'ai envoyé 4 messages à des mecs qui ont le contact du patron et je dois l'appeler cet après-midi. Allez. Et tu vois, je trouve, après, tu finis par cultiver ce truc de qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce qui reste difficile, qu'est-ce qui te met un peu hors de ta zone
Ok, tu sais que c'est quand c'est hors de ta zone que tu franchis un peu des caps et que vraiment tu grandis, ben c'est douloureux, mais allez, vas-y, on y va. Maintenant, on sait que c'est le truc qui fait que tu fais avancer les choses. Donc c'est genre tu regardes pas trop, mais tu fais. Et puis une fois que t'as une date de signer ou une échéance, bah après t'as plus le choix et t'es dans la merde. Et c'est dans cette merde là que normalement les grandes choses se produisent. Donc maintenant on est un peu à la recherche de ce truc là, tu vois. Qu'est-ce qui nous fait encore peur? Et sur le vélo c'est un peu ça aussi. Alors qu'est-ce qui te fait encore très peur? Apprendre le front flip pour ma part. Ok, ben vas-y, feu. Ça va. On va apprendre des trucs en sortant de cette zone. On parle souvent de zone de confort, tu vois. C'est vraiment ça. C'est en sortant de la zone dans laquelle tu te sens bien, tu vas apprendre des trucs sur toi ou sur les autres. Tu vas pouvoir raconter des choses que t'as appris et compagnie. Donc vas-y, va te mettre dans un bac à mousse, apprends le front flip et après tu le pousses sur le dur. Donc c'est le next step à vélo, tu vois. Mais euh, mais c'est une espèce de déformation professionnelle, je pense, qui est assez cool. Où finalement dès que t'es dans une zone un peu de sécurité, tu t'ennuies vite et tu te dis bon, comment on se remet un peu dans le rouge? Vas-y feu, ça fait peur, vas-y on y va. C'est quoi le gros truc que t'aimerais accomplir, que t'as pas encore accompli? Et que maintenant tu te sens d'accomplir? Bah faire de la scène tout seul et pas juste être invité sur des événements déjà existants pour faire ce que je fais. Ça j'aimerais bien le faire. Hem, c'est un game qui est quand même qui est difficile, hein, c'est vraiment ça c'est un truc qui me fait vraiment vibrer, d'être sur une scène tout seul avec des gens qui sont venus pour me voir moi. C'est autre chose que d'aller faire du vélo sur un Tour de France où les gens sont là pour voir le Tour de France, tu vois. Euh, et à vélo, arriver dans le monde du VTT, parce que j'ai l'impression d'avoir fini l'arc Nico sur un vélo trial de compète, Nico sur un street trial. J'ai l'impression d'arriver un peu à un plafond de verre en termes de tricks, en termes de franchissement, en termes de ce que je peux faire sur le vélo. J'ai l'impression d'arriver un petit peu à voilà mes limites. Euh, j'ai eu la chance de rouler notamment pas mal avec Kylian Bron en VTT. J'ai pris énormément de plaisir, vraiment comme j'avais pas pris depuis longtemps sur un vélo. Et je crois que c'est un peu le prochain arc. Il sera dans cette direction-là. C'est comment adapter ce que j'ai appris à faire sur un vélo pendant les 20 dernières années sur un autre bike dans un environnement bien différent, passer d'un truc très urbain à quelque chose d'un peu plus nature peut-être et, euh, et construire des images ouf en utilisant ça. Ça c'est le prochain, je pense, le prochain chapitre. Et après, il y a pas vraiment de chiffres qui me font rêver, il y a pas vraiment de, tu vois, je sais pas, d'objectifs, que ce soit de chiffre d'affaires ou de nombre de followers ou de je sais pas quoi, tu vois, juste continuer à faire des trucs dont on est fier, sortir des trucs le plus souvent possible, pas se mettre de frein, mais voilà, ça fait quand même quelques objectifs, quelques cases encore à cocher. Et c'est compliqué quand t'as pas de, enfin pour moi ça a été compliqué de sortir de la compète où les objectifs sont très faciles à poser, tu vois, gagner le général, la Coupe du Monde, gagner le maillot arc-en-ciel. Où t'arrives dans un monde où t'as été formaté pendant 15 ans à ce que ton objectif soit très précis, et d'un coup, bah déjà plus personne te donne d'objectifs, c'est à toi vraiment de te les fixer. Y a plus d'équipe de France, plus de machin, et en plus de ça, les objectifs sont moins euh, identifiables, on va dire, tu vois. Ils sont moins précis, et t'as pas d'échéance, t'as pas de calendrier. Genre rouler sur la Tour Eiffel. Potentiellement, ça ne se fera jamais s'il n'y a pas une date fixée dans un calendrier, tu vois. Et la date, c'est à moi de la fixer, et c'est à moi de tout faire. La scène, pareil. Ouais, la scène, pareil, en soi. Tu vois, si t'es juste un beau parleur, tu peux te mentir à toi-même en disant que c'est un peu les rappeurs en herbe qui disent t'inquiète, l'album arrive, l'album arrive. Mais en vrai, l'album, t'en as pas écrit une ligne encore. Donc, il faut... Bah après, quand tu parles, enfin moi c'est aussi ma manière de m'engager auprès des gens, mais aussi auprès de moi-même. Quand t'annonces, en plus de ça publiquement, un objectif,
je crois que t'as plus trop le choix que Bah, là, de de toute tout façon, donner. vu que tu l'as fait dans Ouais, Roue ouais, ouais. Libre, Non, mais maintenant, c'est ça. C'est aussi une bonne manière de faire les choses, tu vois. Mmh. De concrétiser les choses. C'est genre, bah, on l'a dit, on l'a fait, tu vois. Ouais. On a dit qu'on allait en Suède en vélo, on l'a fait. On a dit qu'on ferait des shows sur les plus gros events, on les a fait. Et donc, ouais, la scène, c'est un truc qui me fascine un peu. En fait, j'ai aussi envie de me casser un peu les dents, tu vois, d'arriver sur un truc où tu connais pas grand-chose, dans une industrie où tu connais pas grand-chose. Et je pense que j'aurai le vélo quand même. C'est un peu mon point qui me permet de garder confiance et d'être à peu près serein sur ce que je fais. J'aurai le vélo dans un premier temps, donc ça c'est un bon point pour moi. C'est la petite encre qui me ramène à ce que je sais faire. Et pourquoi pas dans un second temps ne plus avoir le vélo, tu vois. C'est c'est pas impossible. Je dis pas que ça se fera tout de suite, mais si c'est un exercice auquel je prends goût et que je prends du plaisir vraiment là-dedans, ça m'étonnerait pas que j'enlève ce petit stratagème, parce qu'aujourd'hui c'est ma solution de facilité pour si ma blague elle est pas drôle, ben je fais un backflip et les gens ils sont contents quand même. Non mais tu vois le délire. Ouais. C'est si si t'es pas percutant par ce que tu dis ou si du moins le message n'arrive pas à passer comme tu veux, tu peux quand même facilement en mettre un peu plein la vue et passer au message d'après. Donc ouais, la scène. Puis c'est un monde où c'est un peu comme la compète, tu vois, je trouve. C'est un monde où tu peux pas tricher. Tu vois, t'as des gens en face de toi. C'est déjà vrai, hein. C'est déjà vrai dans conférence, c'est déjà vraiment chaud, mais il y a pas de, c'est pas, il y a pas la magie du montage derrière. Il y a pas le, genre si t'es pas bon ou si t'es pas très éloquent ou si t'es pas très drôle ou quoi, ben en fait ton show il est mauvais quoi. Et c'est pas juste ta personnalité, c'est le travail que tu fournis avant. C'est pas juste j'arrive pas juste sur un vélo en étant moi-même Nico Fleury et en faisant des vannes. Non, c'est du taf, c'est de l'écriture, c'est des idées dans ma tête qui pop. 80% de ce que je raconte est travaillé et il y a toujours 20% de magie sur place, mais voilà, tu peux pas faker quoi. Et ça, je kiffe trop ces moments-là où pouah, c'est des énergies de fou. C'est fou, c'est une sensation. Tu vois, là, il y a un mois, j'ai fait un show, j'arrête de dire on, putain. J'ai fait un show à la Défense Ouais. Arena. Vu le nombre de fois où tu l'as dit, Ouais, maintenant, c'est mort. c'est bon, quoi. Non, on a fait un show à la Défense Arena, qui est la plus grande salle couverte d'Europe. Là, il y avait 15 000 personnes. C'est plus grand que Bercy, tu vois, c'est énorme. Et c'est des sensations, tu te dis, putain, mais si je me foire devant 15 000 personnes, si je bégaye, si je sais plus quoi dire, si ma blague, elle est pas drôle, si sur le vélo, je m'en mêle les pinceaux, c'est comme, j'imagine que c'est un peu la sensation d'un Bruni quand il est dans la start gate et tu vois, il y a plus il y a pas de notion d'erreur possible, quoi. T'es dans le moment à 2000%. Et ces trucs-là, t'as à la fois l'impression que le temps s'accélère, à la fois l'impression que le temps est figé, qui s'arrête. T'as à la fois l'impression de maîtriser tout ce que tu fais et à la fois l'impression d'être dans un espèce d'état où t'es tremblant, t'es transpirant, t'as froid, t'as chaud, t'es pas trop bien dans ton corps. C'est fou. Et je pense que c'est pour ça aussi que je fais tout ça, tu vois, pour vivre ces moments-là et arriver à être au niveau pour assurer lors de rendez-vous comme ça, tu vois. Je me crée mes compètes à moi. Bon, je suis seul face à moi-même. Le classement, il est vite fait, mais, mais c'est ma manière à moi de me challenger, quoi. Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Franchement, de ne rien changer. Si je peux garder cette vie-là, j'en veux pas plus. Je veux pas moins. Enfin, je veux juste ça. Mes potes, des projets qui me font kiffer, qui m'inspirent, des gens autour de moi qui m'aiment et qui aiment ce qu'ils font, des marques toujours plus cool. Franchement, juste que ça continue en fait, que le petit rêve continue à que la magie continue à opérer, on va dire, et rien de plus. J'ai même pas envie de plus, tu vois. Si ça continue comme ça, genre si tout stagne comme ça me va trop bien.
parce que je me satisfais de chaque chose, je pense, et que j'ai encore un peu ce truc de, comme on me disait au début, tu vois, c'est pas que j'y crois toujours pas, mais c'est que je suis encore, je pense arriver à voir encore le truc un peu avec beaucoup d'émerveillement. Et ça, c'est magique, tu vois. De me lever tous les jours en me disant, putain, ou dès que j'ai une mauvaise nouvelle, en fait, il y a pas de mauvaise nouvelle parce que je me dis, bon, regarde où on est. Ouais, ça va, comment ça peut ne pas aller? Tu fais ce que t'aimes, avec les gens que t'aimes. Vas-y, ça roule. Si t'avais quelqu'un que t'aimerais entendre dans un prochain épisode d'En Libre, ce serait qui? Dans le monde du bike, putain, c'est marrant parce que je suis aucun sport, ni même le trial, tu vois, je suis pas les résultats, mais par contre la DH, c'est un truc qui m'obsède. Donc, t'as vu Pierron? Amaury? Amaury, ouais. Ouais, merde. Mais Oui. après, t'as eu beaucoup de monde. Non, mais il reste beaucoup de monde encore. En français, des mecs dans le vélo. Français ou pas, hein, mais... Ben, Goldstone me fascine un peu par sa singularité. Donc, j'aimerais beaucoup entendre ce gars-là sur sa manière de voir les choses, qui a l'air quand même assez unique, pas dans le sens unique trop bien, mais juste différente de... Il apporte un truc qui est quand même bien différent des autres, je trouve. Après, moi, je suis pas du tout un geek du matos. Donc, je vais pas te conseiller, enfin, ça me ferait pas rêver d'avoir l'ingénieur Hollins ou Fox. Moi, oui, hein, perso. Bah, je sais que t'as tout ce qu'il faut pour ça. D'ailleurs, non, des mecs, je sais pas, t'as un Danny Macaskill, ça serait méga intéressant. T'as un Mathias Dandois, tu l'as déjà eu. Kiki aussi. Je cherche parmi les mecs qui m'inspirent beaucoup, tu vois. Kiki fait, hein, déjà. Ouais. Kiki, tu l'as eu. Non, mais un petit Jackson, ça vient. Jackson, ça serait cool, ouais. Pour parler de sa manière à lui de voir et surtout sa manière à lui de faire les choses, tu vois. Parce que je pense que il a quand même retourné la tête de pas mal de gens qui pensaient avoir le bon process et qui se sont dit merde, attends, lui, il a pas l'air de faire comme nous et pourtant ça marche. Et tiens, c'est marrant, lui, il s'amuse sur le vélo. Ouais, c'est rigolo, on nous dit de faire de la muscu pour être fort. Lui, il a pas l'air d'en faire beaucoup et pourtant il va vite. Tu vois, un truc, je trouve ça assez stylé. Ouais, ou comme disait Loïc, il faut être costaud pour être solide sur le bike. Encaisser les chocs. Et en fait, bah, lui, il fait tout l'inverse et il est beaucoup plus agile. Ouais. Et ça doit être perturbant quand même. Les mecs ont dû se tirer un peu les cheveux et se tirent toujours un peu les cheveux, je pense. Se dire, bon, ok, on a fait ça pendant 10 ans, on pensait que c'était la recette. Là, on a un mec qui nous montre que la recette, c'est peut-être pas que ça. Comment on s'adapte à ce petit mutant-là, tu vois? Est-ce qu'il faut changer ou est-ce qu'il faut au contraire rester fort dans ce qu'on fait et persister parce qu'on a prouvé par le passé que ça fonctionnait? Ça doit être des strates et des questionnements qui doivent être super intéressants. Et en plus de ça, dans une industrie qui a les moyens de faire les choses bien. Et c'est ça que je kiffe avec la DH, c'est que vraiment ça devient beau à regarder. C'est des beaux événements. On travaille, je fais pas mal de choses sur les Coupes du Monde et tout, et je prends un vrai plaisir à aller rencontrer le public du VTT qui se déplace à chaque fois et tout. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Donc, bien ouais, à tous les mecs qui roulent à haut niveau en DH, c'est trop bien. Un mot pour finir? Ben merci. Quoi dire si on devait résumer? Je sais même pas combien de temps ça fait, mais Moi, ça fait un petit 2 heures, pas loin. Ah, quand même. Bah alors désolé d'avoir. Non, mais attends, c'est cool, hein. Pris autant de temps. Non, merci. Faites du bike, mais faites surtout des choses qui vous font kiffer. Je crois que ce soit l'actualité ou ce qui se passe dehors a tendance à nous faire peur. Passer du temps à faire des choses qui nous font kiffer, permettre de nous ramener un peu à la vraie vie et aux choses essentielles. Donc prenez du plaisir et puis j'espère vous croiser rapidos sur un vélo.
Bon, à moi. Merci. Merci pour cet exemple que tu nous donnes de, en fait, déjà d'une, choisir le vélo versus une école d'ingénieur. Ça, c'est un premier truc, mais d'une part, l'autre truc, c'est montrer que tu as eu raison de le faire. Parce qu'en fait, j'imagine pas le nombre de personnes qui t'ont dit: «Non mais attends, Ouais, tous les feux étaient rouges, ouais, au mais tu début. vas quand même pas faire du vélo, attends, Quel tu as un gâchis, quel quel dip gâchis. non mais tu te rends compte? Tu peux avoir une bonne situation, Mmh. hein, dans une bonne entreprise Ah et bah tout oui. et voilà et choisir le vélo, choisir la passion, versus la raison, c'est pas toujours un choix payant. En tout cas, c'est toujours un choix, pas naturel, Non, non. mais c'est hyper cool de voir que c'est un choix qui est payant aujourd'hui, quoi Mmh, mmh, et mmh. et que tu le fais, de manière structurée, avec une équipe, avec des gens avec lesquels tu, tu qui sont tes potes, et qui te permettent de produire quelque chose d'hyper pro et d'hyper carré que les plus grandes marques, on va dire, et des marques reconnues, viennent chercher. Viens me chercher, ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et inspirant, parce que, il y a enfin, on est beaucoup à se dire, «Tiens, ce serait quand même cool d'essayer de vivre de notre passion, quoi» et moi le premier aussi, hein et je trouve que c'est tellement cool de voir, que tu es capable de le faire, hem, malgré le fait qu'on voit pas l'arrière-boutique. Voilà Oui, oui. et voilà, mais néanmoins, même s'il y a beaucoup de travail, même si ça implique beaucoup de travail, je pense que tu nous as expliqué que le jeu en valait la chandelle et que, Largement. et Sans aucune hésitation. Et oui, pour revenir à ce que tu disais, au début quand tu dis ça, ou même quand tu imagines, vivre, de ta passion, moi les feux étaient encore plus au rouge que le commun des mortels, du fait que j'avais ce diplôme en poche, en fait. Et le réflexe, naturel, c'était: «Mais attends, tu viens de passer 6 ans de ta vie à faire les études les plus dures que tu puisses trouver, pour finalement aller faire des backflips? Mais pourquoi?» Tu vois? Et la question est légitime, tu vois? Mais juste il faut savoir, écouter, des fois notre ventre et pas notre tête. Et et le ventre, il ment pas, il guide dans la bonne direction. Alors que la tête, il y a l'ego qui peut passer par-dessus, il y a ce que les gens veulent pour toi, c'est pas toujours, tu tendance à te perdre. Donc écoute ton ventre, il sait. écoute ton ventre. Ouais. C'est dur, après il est dur à écouter, hein, des fois, Ouais. mais je crois qu'il faut savoir se connecter à ce truc-là, ce truc viscéral là. On sait quand on sait quand on va pas dans la bonne direction, en vrai de vrai, on le sent, tu vois? Je pense qu'on a tous ce truc-là, ce truc de ah, tu es avec une meuf, mais tu sais que c'est pas la bonne. Ou t'es dans un job, mais tu sais que ça pue du cul. Ou et c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est vrai dans le sens où tu t'as peur de dire je t'aime, mais tu sais que c'est la direction qu'il faut prendre. T'as peur de déménager ou de changer de job. Tu le sens au fond de ton ventre, là. Parce que quand tu t'imagines le faire, ça te met cette boule dans le haut du bide. Enfin, pour moi, c'est là. Mais au fond de toi, tu sens que ta direction, elle est là-bas. C'est juste que le passage à l'action, il est bien souvent dicté par la tête et que il faut réussir à passer outre. Donc écoute ton bide. Écoute ton bide. Écoute ton bide, ce sera le mantra du jour. Ouais, il y a un bon titre, pour un prochain Ouais. son, Ouais, de ouf. Quand je me lancerai dans le rap. voilà. La conférence au théâtre, ça s'appellera Écoute ton bide. Écoute Voilà. ton bide. Voilà, il l'a Merci. dit, c'est dans Putain, roue libre. quel enfer. J'aurais jamais dû dire ça. C'est calé. Montre jamais ça à personne. Ouais, Voilà. exactement. Merci Nico. Merci à vous qui nous avez écoutés, ou regardés. Abonnez-vous, suivez Grave. Nico. Nico, on va mettre tous tes liens, Nicolas Fleury un peu partout, c'est assez simple de toute façon. voilà, Nicolas Fleury sur Insta, sur YouTube. Allez voir le documentaire, Ouais, Paris-Suède à vélo. Paris-Suède à vélo. Et puis voilà. Si vous voulez aller voir 10 jours d'un mec qui a mal au cul, allez-y. Il y a des adeptes de Ouais, douleur au cul. oui. Je sais que ça peut attirer. OK. Eh ben, écoute, ils se reconnaîtront. Merci. Et voilà. Et puis, d'ici la prochaine, on vous dit, kiffez très fort, hein. Bon vent. Allez, À bientôt. Ciao, ciao. Vous venez d'écouter En roue libre, le podcast qui nourrit votre passion du vélo. Et si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous remettre à pédaler. À très bientôt pour une prochaine vidéo.